Bienvenue sur le podcast d'Esprit Startup. Je m'appelle Olivier Morin, je suis consultant formateur et entrepreneur depuis plus de 15 ans. Avec ce podcast, je vous propose de découvrir le parcours passionnant de personnalités inspirantes, partager leurs expériences, savoir ce qui les met en mouvement et comprendre les clés de leur réussite. Rendez-vous sur le site espritstartup.io pour retrouver tous les épisodes du podcast et inscrivez-vous à la newsletter pour être tenu au courant des épisodes à venir. Bonne écoute! Bonjour à tous, nous sommes aujourd'hui avec Théo Delacroix. Bonjour Théo. Bonjour Olivier. Alors Théo, tu vas nous raconter qui tu es, tu vas nous raconter ton parcours dans quelques instants. Théo a été récemment champion de France, on dit champion de France Espoir, c'est ça ? C'est ça, champion de France Espoir. Ouais, champion de France Espoir en cyclisme. Tu nous dis d'où tu viens, Théo, et ce que tu as fait. Où est-ce que tu es né ? Je suis né à Lons-le-Saunier. Ouais. Je suis de 1999, donc j'ai actuellement 20 ans. Et mes parents, et j'ai passé mon enfance à Arbois, dans la petite commune d'Arbois. Donc jurassien d'origine. C'est ça, jurassien pure souche. Ouais. Nous sommes aujourd'hui dans l'entreprise Construction Chauvin qui nous a prêté de manière très sympathique une maison témoin pour faire cet enregistrement. Une petite histoire avec l'entreprise Chauvin. Ce sont des gens que tu connais depuis longtemps ? Ouais, ils sont sponsors de ma première équipe, le Jura Cyclisme, Pays du Revermont. Et Laurent est quelqu'un que j'ai déjà vu plusieurs fois au club lors des assemblées générales. Donc c'est une famille que je côtoie depuis quelques années. Ouais, et amoureux du cyclisme, donc t'es dans la bonne maison. Ouais, bien sûr. Franck est très sympathique. Moi, j'ai eu l'occasion de le rencontrer lors d'une course où il nous avait accompagnés en tant qu'assistant mécanicien. Donc une famille très agréable et c'est un lieu très chaleureux pour partager cette discussion. Bon, en tout cas, merci beaucoup d'avoir accepté. Tu dis que tu viens d'Arbois, tes parents sont de la ville d'Arbois, c'est ça à l'origine ? Non. Alors raconte-nous. On a toujours vécu à Arbois, mes parents ont vécu à Arbois depuis que je suis petit, mais mon père vient de la petite ville de Salins-les-Bains, donc c'est pas très loin d'Arbois, ouais. Et du côté de ma mère, c'est une famille qui vivait du côté du Haut-Jura, pardon, ouais. Du côté de Pont-de-Poite, Clairvaux-les-Lacs, donc c'est la famille a vécu dans le Jura et après on s'est retrouvés, mes parents se sont retrouvés à Arbois et c'est là où on a construit notre cocon familial, on va dire. Et à Arbois, pourquoi c'est leur lieu de travail ? Non, pas spécialement, c'est un lieu qui les a attirés et c'est sympa à vivre, un beau cadre de vie. Et en vélo aussi, on a des beaux parcours où on peut bien rouler, donc c'est une ville fort sympathique à vivre. J'imagine. Qu'est-ce que faisaient tes parents dans la vie ? Enfin, qu'est-ce qu'ils font ? Oui. Oui, je pense qu'ils n'ont pas terminé. Non, mon père travaille dans l'exploitation forestière, donc ça c'est un peu en rapport avec le lieu où on est. Il est exploitant forestier durant l'année, donc il s'occupe de la gestion de parcelles, de communes, de particuliers. Et ma mère, elle travaille dans le secteur de l'assurance, donc elle est secrétaire, on va dire, dans un cabinet d'assurance à Lons-le-Saunier. D'accord, super. Tu as des frères, des sœurs ? Ouais, une sœur qui a l'âge de 17 ans. Ouais. Jeanne, et qui est encore au lycée, pareil à Salins-les-Bains, donc on est toujours dans le Jura, on est toujours assez proches, quoi. D'accord. Tu as démarré ta scolarité à Arbois ? Ouais. L'école primaire à Arbois, le collège à Arbois également, et après on a été obligé de partir dans le lycée à Salins-les-Bains, qui est le lycée de secteur, donc une scolarité toujours dans le Jura. Ouais, t'as fait quoi comme parcours ? Bah, au lycée, première terminale, le bac ? Ouais, voilà, première terminale à Salins-les-Bains, une première et une terminale scientifique à Salins-les-Bains. Ouais. Donc on est resté. Après, je suis parti dans la chimie. Je fais des études de chimie sur Besançon, un DUT chimie exactement. D'accord. Donc à l'université de Franche-Comté. L'université de Franche-Comté, ouais, l'université de Bourgogne-Franche-Comté, IUT de Besançon-Vesoul, voilà.
donc où je suis encore actuellement étudiant. D'accord. Le sport, ça fait partie de ta vie. A priori, Ouais, le vélo déjà beaucoup. C'est quoi ton aventure sportive depuis ton enfance? Le vélo fait partie d'une grande partie de ma vie. Après, j'ai commencé plus sur le foot, comme d'enfants de notre âge. On se teste tous au foot. La génération football, on va dire. Et après, non, c'est plutôt pas le signe du destin. Mon grand-père faisait déjà un peu de vélo à un niveau régional, mon père aussi, mais je les ai jamais connus. J'ai jamais connu en train de faire des compétitions, toujours dans le loisir. D'accord. Puisque mon père avait arrêté avant que je naisse, et avec son entreprise c'était compliqué. Mais après je me suis mis au vélo, plus je pense avec la famille, un cousin qui faisait du vélo également, qui aimait bien ça. Et moi je me suis rattaché à eux, et c'est comme ça que j'en suis arrivé là, quoi. Donc tu démarres le vélo vers quel âge? À l'âge de 14 ans. Donc assez tardivement finalement. Ouais, ça fait 6 ans. Ça fait 6-7 ans, ouais, que j'ai commencé le vélo. Au début, c'était plus du vélo loisir, comme beaucoup de jeunes. On y va entre amis, et après, ça a pris, et on en est là aujourd'hui, quoi. Ok. Tu démarres par le cyclisme route standard, ou tu passes par une autre discipline du vélo? Non, j'ai commencé par le VTT cyclocross. On va dire qu'on est petit, à la commune d'Arbois, il y a le club Jura Cyclisme qui proposait des entraînements début septembre. Donc je m'y suis mis avec des amis. Donc c'était plutôt cyclocross VTT, comme j'ai dit. Donc c'est des parcours plutôt techniques où il faut être à l'aise. Et quand on est petit, on essaie de travailler plutôt l'agilité sur le vélo que plus le travail de force, parce que ça viendra après dans l'âge, quand on sera plus mature au niveau physique. Mais donc au début c'était plus de l'agilité sur le vélo, passage d'obstacles, passage de cours d'eau par exemple, et je m'y suis mis au vélo, voilà, tranquillement entre amis, et c'est comme ça qu'on a poursuivi le vélo, quoi, la carrière vélo. Et au départ, c'est un entraînement par semaine, c'est Ouais, quoi le rythme? Ça reste quand même assez calme, c'est ludique, quoi. C'est un entraînement par semaine, et après le week-end, quand on a le temps, c'est plus la sortie entre amis, et aussi il y avait un petit groupe de cyclistes qui allaient rouler, donc on les accompagnait, et ça faisait la sortie du week-end, quoi. Ça restait assez plus loisir qu'un vrai sport. Ouais, voilà, c'était light. Après, à cet âge, on n'a pas besoin non plus d'énormément d'entraînement, donc ça fait partie du sport. Quand est-ce que ça commence à s'intensifier pour toi, et quand est-ce qu'il y a le déclic de plus d'entraînement, des courses, des compétitions? Quand on a commencé la compétition. Ouais. Au début, moi, j'ai commencé la compétition. Dès que j'ai commencé le vélo, des compétitions régionales, on allait sur des cyclocross, par exemple. Le premier, c'était à Toulouse-le-Château, pour l'anecdote. Mais après, on a formé un petit groupe que je connaissais pas au début, d'amis que je connaissais pas au début, et après on a commencé à partir sur des compétitions, et je pense que c'est tout un engrenage. On commence à aller sur des compétitions, donc on voit qu'on n'a pas forcément le niveau, donc on cherche à devenir, on cherche à s'entraîner plus, quoi, pour avoir un niveau supérieur. Le petit copain va gagner une course, donc nous on veut faire pareil aussi, donc ça pique un peu l'orgueil. Ouais, voilà, c'est ça, c'est un engrenage, comme j'ai dit. L'un va faire quelque chose, donc on a envie, donc on va se dépasser pour essayer d'arriver à faire ce qu'il a fait. On avait aussi un entraîneur qui était là, deux entraîneurs, pardon, un encadrant et un entraîneur, plus, qui nous ont vraiment aidé à construire ce groupe, et je pense à commencer à faire des compétitions et à avoir cet esprit de compétition. Pierre Géillon, qui était notre encadrant, et qui est encore mon encadrant quelquefois, et Jérémy Français. Donc c'est comme ça qu'on a réussi à créer notre groupe. En cadet, on a commencé vraiment à avoir une petite équipe à Jura Cyclisme là, et c'est comme ça qu'on a eu l'engouement de vouloir faire du vélo à 4-5 amis, 4-5 potes, et voilà, on a progressé petit à petit. Donc là, c'est enchaînement des courses, enchaînement des entraînements, de la compétition. Ouais, voilà, c'est la catégorie cadet, ça reste encore des courses assez
c'est petite, c'est bien pour notre âge, mais c'est des courses de 60 km, maximum 70, où on commence à avoir des challenges, où c'est des compétitions interrégionales qu'on appelle ça, donc c'est plus la région, on court avec des Alsaciens, des Bourguignons, il y a les Franc-Comtois et des fois les Rhône-Alpins, donc là ça commence à devenir à des compétitions un peu plus larges, on sort du cadre régional, et on découvre on se frotte à un peu plus costaud. Voilà, on se frotte à des meilleurs, parce que certains comités sont vachement développés, donc là-dessus c'est là qu'on progresse encore et qu'on va au-delà de. T'as quel âge à ce moment-là? C'est la catégorie cadet, ça doit être 2015, donc j'avais 16 ans, quoi. D'accord. 14, entre 15 et 16 ans, quoi. Okay. À ce moment-là, tu t'entraînes de manière un peu plus intensive. Ouais. Tu fais les entraînements en club et tu t'en fais un peu en dehors. Comment ça se passe à ce moment-là? Ouais, c'est plus cadré. Il y a déjà un suivi qu'on n'avait pas avant, un suivi d'entraînement, on va dire de performance, où on met en place des tests, où on met en place des retours pour un entraîneur, donc dire comment on se sentait sur l'entraînement, si on est fatigué. Donc là, on aborde déjà un petit peu le cadre technique de l'entraînement, où on aura des termes un peu techniques, dont on travaille certaines capacités, plus l'endurance, le sprint. Là, on commence à toucher un peu au vrai entraînement. C'est plus du loisir, ça commence à être un peu de la compétition. D'accord. À partir de ce moment-là, tu es repéré? Comment ça se passe? En cadet, ça reste encore assez. Un petit niveau régional, il n'y a pas encore de repérage, on va dire. Alors, c'est quoi la suite? En cadet, on fait notre course, comme j'ai dit, nos courses régionales, interrégionales, et après, à la fin de l'année, il y avait c'est la première fois qu'il y a un championnat de France cadet. En minime, il n'y en a pas, si je me trompe, il n'y en a pas. Et en cadet, c'est là tous les meilleurs Français sont sélectionnés pour participer au championnat de France. Et donc moi, c'était mon premier championnat de France, ravi d'y être, et c'était une joie. Donc on y va à la banane, super content d'y être. Et au final, je m'en sors avec une 5e place sur ces championnats de France qui étaient au Pieux en Normandie. Et c'était en 2015, il me semble. Ouais, donc là, on se dit qu'on peut peut-être gratter un peu plus loin et pourquoi pas essayer de faire mieux. En plus, j'ai eu un incident à la fin qui m'a coûté le titre. Je pense que j'aurais pu faire mieux. À la fin, c'est dans les 5 derniers kilomètres qu'on sait qu'on va se jouer le titre. Un maillot de champion de France, j'y aurais jamais pensé. Même 2 jours avant, j'y ai jamais pensé. Donc là, c'est l'adrénaline qui monte. La peur, on sait plus trop comment faire. C'est une situation qu'on gère pas forcément. On s'est jamais retrouvé dans cette situation, donc on sait pas comment faire. Ouais. Et la fatigue aussi joue un rôle au bout de 80 km sur des courses quand on est jeune comme ça aussi. Donc 80 km, là c'était en course déjà, route. Ouais, c'est ça, okay. C'est ça. Quand on arrive sur des championnats, la distance peut être un peu plus élevée. Et là, il y a un écart devant moi, je peux pas l'éviter et je tombe, mais c'est ça le sport aussi. Bon, après voilà, ça m'a forgé, je pense que pour la suite, ça m'a amené une expérience en plus qui... C'est rageant, ça. Ouais. Beaucoup de personnes m'en parlent maintenant. Mais c'est sûr que il y a un sentiment de rage. Après, comme je me dis, tout le monde me disait au début, tu pensais jamais faire 5e, donc faut être satisfait de ce que t'as fait. Voilà, je suis rentré chez moi avec toujours un petit peu ce goût d'amertume de ne pas avoir ramené quelque chose de la Normandie, quoi. Ouais. Ça doit quand même titiller parce qu'on se dit mince, la 5e, j'aurais à 5 km, je faisais pas ça, j'allais plus vite. Ouais. Caisse, je l'avais, quoi. Ouais, voilà, on avait tout fait, il restait 5 km, qu'est-ce que c'est 5 km sur ce qu'on avait déjà fait? Et après, voilà, c'est une erreur de jeunesse, on va dire. Et là, tu te relèves et tu te dis quoi? Je m'en rappelle, c'était mon entraîneur qui me relevait, qui était là, le directeur, on appelle ça le CTR, le directeur technique régional. Et il me relève et moi je finis la course le genou en sang, j'essaie de finir comme je peux pour obtenir le meilleur résultat. Et je vois la personne qui gagne après, qui lève les bras, et je m'en rappelle, j'entends la Marseillaise de loin, je me dis c'est rageant parce qu'on aurait pu être même un podium était largement envisageable. Donc on a toujours comme tu viens de dire cette rage en soi.
Après, on est petit, c'est pas pareil, mais on a toujours aussi, cette amertume en bouche, on va dire. Et là, quand tu remontes sur le vélo, c'est quoi qui prend le dessus? C'est j'ai mal au genou ou c'est j'ai encore une chance de faire un podium? Ouais, là, c'est essayer de sauver ce qu'on vient de faire, essayer d'obtenir la meilleure place. Qu'on sait que la victoire, c'est entaché parce qu'on vient de tomber, mais là, faut remonter le plus vite sur le vélo, finir comme on peut, comme on dit, finir avec les oreilles. Et voilà, on fera le bilan à la fin, quoi. Ouais, c'est ça. Pas baisser les bras puis reprendre du jus pour finir. Ouais, c'est ça. Comment à cette époque-là tu gères avec tes études? T'arrives à mener les deux de front ou déjà le vélo prend plus de place que le reste? À cet âge-là, c'est encore assez raisonnable parce qu'on n'a pas des entraînements à volume horaire pas énorme. Les déplacements sont pas très importants. Ça reste un déplacement par an. On va dire 1 ou 2 déplacements par an où faut déroger pour pas aller à l'école. On reste encore dans un cadre où on peut lier les deux, je pense. Où voilà, on s'occupait pas trop de ça. C'était encore mes années de collège, début du lycée. Donc voilà, c'est encore début de l'aventure sportive. Donc on y réfléchit pas trop encore, je pense. Ouais, finalement. On est insouciant, donc on n'y réfléchit pas. C'est encore nos parents un peu qui mènent notre vie. C'est bizarre de dire ça, mais on est encore vachement passe ton bac d'abord. Ouais, voilà, c'est ça. C'est assez enfant dans notre tête. Donc et puis au final, c'est qu'une course. Donc le lendemain, on reprend le train-train quotidien. Donc là, 5e ouais. à ce premier championnat de France. Oui. Et là, qu'est-ce qui se passe? T'es repéré par Etup ou pas tout de suite? Non, pas tout de suite. Ça reste encore. Après, peut-être l'entraîneur, Jérôme Gana, le directeur sportif, m'en a déjà parlé, comme quoi il était là en plus. Donc il avait pas rigolé, mais il avait dit aux autres, le gosse s'est cassé la figure et il aurait pu jouer quelque chose. Et des fois, il me le répète encore. Donc c'est plutôt marrant maintenant. On en rigole maintenant. Oui, mais il avait quand même un peu l'œil. Oui, je pense qu'on a toujours un petit peu l'œil quand on est dans la région. On essaie de regarder qui se débrouille pas trop mal dans les jeunes catégories. Donc comment ils arrivent à toi? Moi, c'est après cadet, il y a les années juniors, 2 années de junior. Ouais. Là encore, faut passer un cap. C'est encore plus de volume horaire. Là, on a commencé à avoir des stages de préparation physique. J'intègre la collectif Bourgogne-Franche-Comté, qu'on appelle ça. C'est un collectif qui nous permet de faire des courses maintenant nationales et internationales, donc avec des challenges. Première course que je fais à l'étranger, c'est une course en Italie, pardon. Oui, en Italie. Pour l'anecdote, ça s'est pas très bien passé parce que j'ai fini par tomber et casser tout mon matériel, mais ah oui, ouais. Mais voilà, il y a la catégorie junior où là, on commence à avoir un œil vraiment sur les premiers athlètes qui débouchent. Les catégories juniors servent un peu à ça, à voir qui se débrouille bien pour ensuite pouvoir passer le cap, on va dire amateur et espoir, quoi. Mais non, j'avais pas encore de piste. C'était plutôt, on est pris en charge par le département, par la région où on se déplace à l'étranger pour faire quelques courses comme ça, quoi. D'accord. Les premières victoires, c'est en cadet, quand ma première victoire, c'était au Creusot sur un critérium qu'on appelle ça. C'est une course, une petite course d'1 kilomètre où il y a, on va dire, 60 tours, donc ça fait un tour d'1 kilomètre, donc 60 kilomètres. C'est souvent des courses où il y a des jeunes, donc c'est des courses d'attente où après il y a des pros qui viennent, voilà. Et mais ouais, c'était au Creusot où je m'en rappelle une victoire en solitaire. Très très beau souvenir parce qu'on s'en rappellera toujours. Et après en cadet, il y a plusieurs petites victoires. Après ça reste toujours en région, mais c'était en cadet, on arrivait à se débrouiller et pouvoir gagner quelques courses dans l'année. Pouvoir gratter un peu. Ouais, après en junior, c'était un peu plus compliqué parce qu'on arrive avec des personnes un peu plus grandes que nous et faut essayer de se débrouiller un peu plus. Donc voilà. Oui, puis là, les quelques mois de différence entre les âges, ça peut jouer. Ça peut jouer à cet âge-là, c'est vachement fort. Certaines personnes sont moins développées par rapport à d'autres au niveau, sur le plan physique, aussi sur le plan mental, parce qu'il y en a qui sont encore pas totalement, qui n'ont pas l'esprit totalement dans le vélo, donc c'est différent. Mais ouais, junior, ça commence. Là, je m'étais dit, junior, faut commencer à avoir des résultats, performer en année de junior pour pouvoir espérer quelque chose par la suite et être repéré par une équipe. T'avais déjà ça en tête?
Ouais, on a toujours ce petit truc dans la tête où on se dit, faut... Quand est-ce que ça arrive, ça ? Quand est-ce que tu commences à te dire, tiens, le vélo, finalement, peut-être que j'aurais envie de faire quelque chose ? Bah, ça arrive dans ma deuxième année de junior. En junior, il y a 2 années. Et en junior, la deuxième année, je fais deuxième d'une classique des Alpes. C'est une épreuve réputée en France dans la catégorie junior. C'est une épreuve nationale Là, où tous les Français... Tu fais deuxième, je fais deuxième, ouais, 2017 c'est ça. 2017. Ouais. Là, c'était une épreuve vraiment qui est axée vraiment montagne. Bon, après, quand on a des catégories jeunes, il y a pas encore on dit pas on est plutôt sprinter, grimpeur, il y a pas encore ces stéréotypes, pas stéréotypes, mais plutôt on n'est pas catégorisé dans une catégorie. Ouais. Mais ouais, c'était une belle performance. Je finis deuxième derrière un Belge qui était très fort ce jour-là. Ouais. Donc premier français sur une Coupe de France, ça c'est quand même assez intéressant. Et je pense que là, c'est de là où je pense que j'ai accroché l'œil des dirigeants des TUP de Jérôme Gana, et c'est là où je me suis affirmé. En plus, c'était de 3 semaines avant le bac, je crois, c'était début juin, et le bac était mi-juin, donc oui, en plus, c'était marrant. Oui, enfin tu dis marrant, mais peut-être que pleine période de stress aussi, non, le bac Oui, c'est sûr, c'était les 2 objectifs de l'année, essayer de réussir son bac et pouvoir avoir des résultats pour pouvoir espérer par la suite partir dans un centre de formation comme Etup, quoi. Donc deuxième de la classique, t'as eu ton bac du coup ? Ouais. si, ça, y a pas de souci, y a pas eu de souci. Bon, t'es monté sur le podium ou pas pour le bac ? Non, pas sur le podium, mais pour la classique, je suis monté. Non, le bac, c'était quelque chose d'important. Une fois que c'était validé, c'était une étape, et il fallait penser pour la fin de l'année à ce qu'on pouvait faire. Et donc c'est après cette victoire, enfin cette deuxième place, que Etup t'approche Ouais, j'ai fait aussi après cette deuxième place, j'ai eu une sélection sous le maillot tricolore. C'était encore avec la région, mais on avait le maillot de l'équipe de France. C'était une course en Allemagne. D'accord. C'était 4 jours de course. Donc là, encore découvert du peloton vraiment international avec les meilleurs norvégiens, anglais, espagnols, voilà. C'était après le bac, il me semble. Donc là, pendant les révisions, on révisait un peu aussi pendant la compétition. C'était assez marrant. Et donc là, je pense que j'ai réussi à accrocher une 8e place sur une étape, sur la première étape. Ah oui, ok. Donc je pense que ça aussi, ça... Sur combien ? C'était... des catégories comme ça, c'était 150 à peu près sur une course. Ouais, je me rappelle que toute la course, j'avais du mal, et au final... on se plaint toute la course, et à la fin on se dit allez, on va faire le sprint, et c'est là où on fait une bonne place. Et voilà, c'est là qu'il faut se dire, faut jamais abandonner, parce que même si on n'a pas des très bonnes sensations toute la course, on peut au final ramener un résultat, et un résultat assez satisfaisant. J'ai un peu surfé un peu sur la vague après la classique pour essayer d'accrocher un peu ce petit résultat, quoi. Ce petit top 10. Donc là tu finis c'était donc cette course-là, oui. Et après tu peux te repères. Ouais, moi j'ai eu des contacts pendant l'été par Etup. Mon club Juracyclisme, les Etup contactent déjà mon club Juracyclisme. C'est quelque chose de... Petite formalité. Voilà, une formalité à respecter. Et moi, ça me revient aux oreilles pendant l'été. Donc au début, on savait pas encore comment faire, soit aller directement à Etup, soit rester encore au club de Juracyclisme, soit pour essayer d'encore faire ses gammes, ou soit directement sauter dans le peloton amateur, vraiment amateur, et pas rester en régional. Et je pense que ça aurait été une erreur de continuer avec le Jura, même si c'est mon club de cœur, et voilà, c'est quelque chose c'est un petit pincement au cœur de partir, mais c'était, je pense, essentiel dans la suite de ma carrière de pouvoir directement passer de la catégorie junior à espoir, et faire des courses en espoir directement au niveau, on appelait ça division nationale avec Etup, quoi. Oui, parce que là, en fait, c'est un vrai choix. C'est soit je reste chez moi avec mes potes
Et bon, je peux me fermer des portes, soit alors j'essaie d'en ouvrir, mais ça nécessite de tout réapprendre. Ouais. On va ailleurs, Nouveau cadre de vie, de cadre de vie. Moi, on reste en Franche-Comté, on reste chez nous, mais nouvelle équipe, voilà. nouveau staff, nouveaux collègues nouveaux collègues, ouais, se faire accepter aussi, c'est important ça, savoir se faire accepter. Et voilà, dans le choix aussi entre on arrive à un âge où on a 17-18 ans et il faut déjà faire des décisions, ça c'est au final ça nous aide vachement dans maintenant quand j'ai du recul, je me dis ah ouais, j'ai fait des bons choix, donc avoir cet esprit critique dès le plus jeune âge, c'est quand même assez intéressant de le travailler dès le début. Et voilà, moi j'ai décidé d'aller avec Etup pour la saison 2018. Donc comme j'ai dit, ouais, nouveau staff, nouveau matériel. Bon après ça c'est pour tout le monde pareil, mais nouvelle équipe, nouvelle course, un statut au-dessus. Faut vite se faire accepter et voilà, c'est compliqué. Oui, parce que finalement, quand on est premier d'une catégorie et puis qu'on monte la catégorie, on se retrouve en bas de la catégorie. On se retrouve en bas de l'échelle, oui. En bas de l'échelle, ouais, c'est. Donc faut reprendre du galon là. Ouais, voilà, c'est quand on sort de junior, on sait ce qu'on sait faire, on sait qu'on est capable de rivaliser avec les autres, et là on arrive dans un tout autre monde, on va dire. On court avec des personnes qui peuvent avoir 30 ans, 35 ans, il y a plus de limite d'âge. Donc voilà, c'est difficile. C'est tout totalement différent, donc faut se réadapter à tous ces paramètres, quoi. Et ton encadrement pendant ce temps-là, la place de tes parents là-dedans, tu parles beaucoup avec eux, comment ils t'accompagnent dans tes choix, dans tes... Ouais, mes parents, ils me disaient toujours, ils me donnaient toujours des conseils, mais sans être catégorique, on va dire. Après, j'avais aussi l'aide de mon réseau, on va dire, extérieur, hors de ma famille, mes amis, on va dire celui qui s'occupait de moi depuis tout petit, mon entraîneur et mon coach, on va dire. Mmh. Donc là-dessus, ils m'ont conseillé en me donnant des pistes, jamais en affirmant quelque chose, toujours en disant tu peux faire ça serait bien pour toi, mais ils disaient pas vas-y, t'es obligé. Donc voilà, c'était à moi de faire le choix aussi derrière. Ils me donnaient j'avais les cartes en main et eux ils me disaient choisis plutôt ça. Et voilà, c'était des conseils moins être catégorique, plutôt conseiller la personne, c'est important, je pense. D'accord. Etup, donc tu démarres avec eux, c'est quoi les premières courses, c'est quoi les premières choses, les premiers entraînements, les premiers contacts, ouais. Ouais, les premiers contacts, c'est comment t'as ressenti ça Ouais, on arrive dans un monde où on se dit on sait qu'il y a beaucoup de grands coureurs qui sont passés par là, donc ouais, c'est un peu un passage obligé presque. Ouais. De la région, ouais, c'est sûr. De la région. Quand on sait que Alexis Virmont est passé par là, Thibaut Pinot, Rudy Mollard, Kenny Hélisson. Après, c'est des personnes que je connaissais pas. J'ai jamais connu personnellement, mais il y a des personnes comme Fabien Doubet qui est passé par là, qui ont eu des bons résultats et qui ont réussi à passer l'échelon amateur professionnel. Donc on a les grands yeux quand on arrive dans cette équipe. On porte ses couleurs. La première fois qu'on porte le maillot, on est tout content d'aller à l'entraînement. On rencontre aussi Jérôme Gana, comme j'ai dit, c'était le directeur sportif. C'était quand même c'est un emblème, je pense, de la région et du club cycliste d'Etup. Et les premiers entraînements, ça reste le stage dans le sud, en Espagne au chaud, comme on fait tous les ans avec le club. Donc c'est 1 semaine et demie de stage. Donc ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas trop eu encore le temps d'aborder dans les catégories inférieures cadet junior. Le volume horaire là, ça commence à être assez important. Faut réfléchir comment on s'entraîne, pas trop s'entraîner pour pas tomber dans du surentraînement. Donc c'est quoi les premiers les premiers conseils, c'est quoi les premières choses qui se mettent en place? Tu parles de stage, mais qu'est-ce qui se passe dans ces stages? Tu parles d'entraînement. C'est quoi les premiers conseils? On a toujours notre conseil de notre entraîneur. Donc là, j'ai été obligé d'en changer d'entraîneur aussi en arrivant à Etup. Et donc les conseils, c'est, je pense, avoir toujours la tête sur les épaules, être toujours travailler sur soi-même pour essayer de tirer le meilleur de soi-même, quoi. Faut pas être, on va dire, pas être feignant, puis aller au charbon. Donc là, c'est combien d'entraînements par semaine? Ça reste, je pense, entre 15, on va dire, et
Ouais, en une moyenne, je pense, de 15 heures, un volume horaire de 15 heures par semaine, je pense, c'est respectable. Entre les courses et tout, c'est quand même assez important, mais... C'est 2 heures par jour. Oui. Avec les courses aussi le week-end, donc... Ouais. Donc ça, voilà, on passe dans on va dire une toute autre dimension, où on n'a plus... On est le gosse du peloton, quoi, on est les petits minots du peloton, et là, faut se frayer une place entre les cadors du cyclisme amateur qui ont déjà un beau palmarès, quoi. La première course que j'ai dû faire, c'était on a une série de courses dans le Haut-Var. Donc là, c'était une course du côté de Toulon, il me semble. Donc là, c'était première course, on arbore le maillot pour la première fois, premier départ, toujours un peu de stress parce qu'on sait pas comment ça va se passer, on veut toujours bien faire alors que c'est sûr que ça va être compliqué. Comme j'ai dit, la distance aussi augmente, le niveau s'élève d'un cran, quoi. Donc c'est un grand changement. Et là, cette première course, elle se passe comment ? C'était non, pas trop mal. Ouais. Le but, premier briefing aussi, parce qu'avant on n'avait pas trop l'habitude d'avoir un vrai briefing. On commence à avoir des responsabilités pour aider un leader ou aider quelqu'un qui est protégé. Donc là, faut donner le meilleur de soi-même pour accompagner notre maillot fort. Pour les non-initiés au vélo, Ouais. c'est quoi le briefing ? Et c'est quoi après tu parlais de protéger, de servir. Comment ça fonctionne ? Un briefing, c'est des consignes de course, quoi. C'est des consignes comme dans une entreprise. C'est bizarre, mais c'est toi, tu dois faire ça. Ça commence à être du professionnalisme, même si ça le n'est pas. Ça ne l'est pas. Mais ça veut dire qu'on peut te dire, même si tu as les jambes, même si tu es devant, il faut que tu restes à côté de celui-là parce que il faut le servir de lapin, non ? C'est quoi le... Ouais, il y a quand même un statut. Certains ont des statuts quand même, ont des ambitions sur des courses, donc ils sont préparés pour ça, peut-être pas dès le début de la saison, mais il y a des leaders, quoi, des personnes qui sont protégées, qui ont des capacités, des aptitudes, on va dire... pour certains terrains, par exemple, si c'est une arrivée au sprint, on va protéger plus notre sprinter. Donc au briefing, dans les consignes de course, c'est lui ne doit pas faire d'efforts. Au début, vous devez aller dans les échappées pour pas que l'équipe ait le poids de la course, on va dire. C'est-à-dire le poids de la course, c'est-à-dire que faut ramener tout le monde sur l'échappée. Faut pas qu'on soit en sous-nombre devant. Donc toujours avoir un élément devant. Et ça, c'est dur au début à se mettre dans la tête. Il faut que tout le monde y participe pour que le résultat soit présent à la fin de la course et qu'on ait le meilleur résultat et qu'on puisse gagner la course, quoi. Ouais, donc il faut rester compact et puis même si c'est dur, il faut garder faut garder la tête dedans, faut être lucide, faut parler avec les collègues, voilà. Parler avec les collègues, se demander comment ils se sentent. Au début, ça, on a du mal à le faire. C'est pour ça que moi, au début, je demandais quand même pas mal de conseils. Est-ce que j'avais toujours peur de mal faire, on va dire. Ouais. On arrive, on sait pas comment trop faire. Donc là, c'est encore une période d'apprentissage où des fois, on fait des erreurs, mais c'est bien parce qu'après, les collègues qui sont déjà là depuis longtemps nous disent t'aurais dû faire ça au lieu de faire ça. Par exemple, quand on est équipier, il faut aller chercher des bidons pour le leader, pour les personnes qui sont un peu plus protégées. Donc, on va à la voiture. Avant, dans les catégories un peu plus jeunes, on n'avait pas trop l'habitude d'aller comme ça, de retourner à la voiture pour parler au directeur sportif. D'accord. Ouais, et puis donc de ramener les bidons. Voilà, dans le cou, dans les poches, on ramène tout ce qu'on peut. Et on donne aux collègues qui, comme ça, eux, n'ont pas à faire l'effort, un effort supplémentaire qui pourra peut-être par la suite les aider à gagner la course. Et ça sera un honneur pour nous parce qu'on aura participé à cette victoire, parce que je pense qu'on n'aurait pas pu, dès qu'on arrive comme ça, on peut pas gagner une course du jour au lendemain. Donc on participe à la victoire ou au bon résultat de l'équipe juste en ayant aidé à ramener un bidon, mais c'est toute on va dire une pyramide qui fait qu'à la fin on arrive à... C'est ça, c'est qu'on pourrait croire que le cyclisme est assez individualiste et en fait on peut vraiment parler d'équipe. Ouais, là-dessus c'est beaucoup de gens quand on leur parle de cyclisme, c'est t'es tout seul sur ton vélo. Non, c'est pas ça, c'est on a une équipe autour de soi et à nous de faire le meilleur résultat parce que les autres vont courir en équipe. Donc si on court tout seul, c'est pas comme ça qu'on va y arriver. C'est mort, ouais. Et faut être comment dire, faut relativiser, il faut dire aujourd'hui je suis équipier, demain je serai peut-être la personne protégée. Et voilà, c'est comme ça que ça se passe au début, quoi.
C'est le jeu. C'est le jeu, ouais, comme dans tout. Hein. Comment ça se passe un stage? Qu'est-ce que tu fais dans un stage? Tu parlais de stage tout à l'heure. Ouais, avec de stage, le stage, c'est... on descend dans une région, on va dire, un peu plus ensoleillée que la Franche-Comté, même si la Franche-Comté, ça reste une belle région, mais au mois de février, janvier-février, c'est quand même compliqué pour s'entraîner avec les températures. On va dans une région agréable pour rouler, et là, c'est faire du volume horaire, donc des entraînements... on va dire on balaye toute la gamme d'entraînement qu'on peut faire avec donc de l'endurance, des sorties de 6-7 heures de vélo à des intensités assez faibles. Donc on va dire pas que c'est une balade, mais pour nous c'est une balade, voilà. Le but c'est de faire des heures et après des fois on a des tests, donc quelle puissance on arrive à développer pendant un certain temps. Souvent quelle puissance on arrive à développer pendant 20 minutes. D'accord. Après ensuite c'est des travails d'équipe pour, comme j'ai dit tout à l'heure, lancer peut-être un sprinter. Si on a un bon élément au sprint, il faut qu'on arrive à travailler pour lui. On travaille aussi nos capacités. Si on est plus grimpeur, on va faire des efforts plus de grimpeur, plus sprinter. Voilà, c'est travailler avoir un bon bloc de travail pendant une semaine et demie, voire 2 semaines. Et voilà, on a toutes les conditions réunies, le staff. Souvent, en amateur, des fois, on a des médecins, des kinés qui nous massent. Donc voilà, tout est réuni pour que ça. Et chaque joueur a un objectif différent qui lui est attribué, ou c'est vraiment global, ou alors on va dire tiens toi là on va plus travailler ça, le leader on va plus travailler comme ça. Est-ce qu'il y a des objectifs personnels? Est-ce qu'il y a des... Pendant un stage, non, c'est plus c'est finir sa préparation, peaufiner sa préparation quoi. Tout l'hiver on a essayé de se débrouiller pour préparer la saison au mieux, et là on règle, on va dire, les derniers détails où faut peut-être faire un peu plus de volume pour ceux qu'on n'ont pas fait, avec le temps qui était pas très bien en Franche-Comté ou en France quoi. Donc de là chacun, on va dire, on a un programme à suivre collectif, et après il y a on peut avoir des petites dérives pour chacun qui doit travailler plus certains secteurs, et voilà. D'accord, ouais. Mais ça reste encore assez collectif où tout le monde est sur le même plan pendant un stage quoi. Ce qui est bien pendant un stage, c'est que tout le monde est là, toute l'équipe est ensemble, parce que souvent c'est des groupes en amateur entre 12, 13, 14 coureurs. On est là, on profite le soir, il n'y a pas de stress de la course. Ça reste, on va dire, c'est le seul moment de l'année où on est tous ensemble et où il n'y a pas ce stress de la course, ce stress de demain il y a une course, donc faut être dans les meilleures conditions. Là, ça reste assez encore cool et amical, où on peut profiter des copains. Voilà, et puis ça doit servir aussi de cohésion d'équipe pour la suite. Ouais, voilà. Ça reste un moment de cohésion aussi pour l'équipe. Faut essayer au maximum d'être lié pendant cette semaine. Et donc tu t'arrives au club d'Étup. Ouais. Vous faites ce stage. Là, on est en 2018. Oui. Qu'est-ce qui se passe après, les courses d'après? Voilà, au début de l'année, il nous donne un programme qu'on va suivre, les courses qu'on va faire. Donc là, on commence à avoir des belles courses au calendrier avec Étup. On a eu Paris-Roubaix, Liège-Bastogne-Liège. C'est des courses qu'on connaît en tant que cycliste. C'est des courses que les professionnels font. Nous, c'est allégé au niveau des kilomètres et tout. C'est un format espoir. Ouais. Donc là-dessus, on commence à avoir des belles courses, un beau calendrier bien fourni. Donc tous les week-ends, des courses par étape aussi, où on a beaucoup plus de courses par étape. Et là, on poursuit notre saison petit à petit pour découvrir toutes ces courses-là, quoi. Des courses qu'on n'a pas eu l'habitude de faire avant dans les catégories de jeunes. Et on découvre tout ce panel de courses qui est à notre disposition, quoi. Et qu'est-ce qui se passe après? Premier contact avec Venti Gobert? Non, l'année 2018, ça reste encore assez calme. On n'a pas quelques résultats de course. Ouais, voilà, j'ai réussi à accrocher un top 10 à Liège-Bastogne-Liège, 11e à Liège-Bastogne-Liège, pardon. Donc une première satisfaction dans cette année 2018. Après, j'ai pas pu participer au championnat de France élite parce que j'ai pas été sélectionné. En fait, il y a un quota de coureurs à respecter. D'accord. Et à partir de là, on fait des courses
j'ai touché un peu à tout le panel de courses que j'ai pu rencontrer pas mal de courses, quoi. Des courses plus typées grimpeur, pré-sprinter, comme le Tour du Pays de Savoie, c'est plutôt en Maurienne, là où là c'est vachement grimpeur, où là pendant une semaine on souffre, on a du mal, c'est une course qui m'a marqué parce que toute la semaine on sait qu'on pourra pas rivaliser avec les meilleurs du tout. On arrive, le vainqueur est déjà changé, il a déjà pris la douche. Il a déjà gagné la course pendant depuis 3/4 d'heure, des fois peut-être 3/4 d'heure, une demi-heure, et là c'est là je pense qu'on se forge un mental où on se dit c'est bien de finir ses courses parce que c'est comme ça qu'on va progresser. Donc l'année 2018 a plus été une année de formation et de progression, de découverte, sans avoir du tout aucun contact avec le monde professionnel. Donc Et là t'es déjà en première année DUT, non ? ouais, là j'étais première année. Donc c'est compliqué aussi avec l'école à gérer. J'imagine, donc comment tu fais ? La première année c'est pas très bien passé, donc moi faut avoir ce qui est bien avec entre l'école, qu'on a l'école et le vélo, c'est qu'on a deux cadres différents. Ouais. Quand l'un va pas, on peut se reposer sur l'autre, et inversement. Si ça se passe pas trop bien dans le vélo, on peut en parler. C'est un monde différent. L'école, c'est pas les mêmes personnes, ils ont pas le même esprit, c'est différent. Donc c'est bien, c'est intéressant comme aussi d'avoir ces deux univers, on va dire. Et te raccrocher aussi au cadre entre guillemets normal. Voilà, avoir une vie, on va dire normale d'étudiant, quoi. Donc là tu dis que c'est compliqué parce que dur de il y a plus de faire les deux. On va plus loin sur les courses, donc plus de transport, aussi la charge d'entraînement bien sûr est beaucoup plus importante, hein. On passe entre, on va dire, 15, 20, et puis en stage, c'est peut-être 26, entre 25 et 30 heures de vélo par semaine. Donc là, c'est assez important. Et ouais, c'est un peu plus compliqué de gérer le vélo et les études. Et là, au niveau de sa vie quotidienne, il y a une discipline qui s'applique. Ouais. Là, tu commences à rentrer dans le dur en te disant, là, faut que je me couche tôt. L'hygiène de vie est importante, ouais. Et donc, c'est quoi les grandes leçons que t'apprends sur cette année 2018 ? Faut être assez régulier dans tout ce qu'on fait. C'est pas un jour je me couche tôt, un coup je me couche tard. Je pense que le sport, ça se résume pas qu'à ça, mais c'est la régularité. Faut être régulier dans tout ce qu'on fait. Au niveau de la nourriture, il y a quand même des règles à respecter. Faut pas être dans l'excès tout le temps, et faut pas être non plus dans le laisser aller. Tu commences à avoir un programme, tu commences à te dire voilà, je me couche pas après telle heure. Faut prendre sur soi et se dire j'opte pour cette hygiène de vie. Si je fais du vélo, c'est que je le fais à fond, je le fais pas à 80%. Donc là faut se coucher tôt. Des fois faut aller à l'entraînement quand on n'a pas envie. Quand il pleut, faut y aller. Ouais. Si on a un entraînement, faut le faire à fond, et après on fait à 100% et on voit ce qui se passe après. C'est pas dur quand tu vois les potes partir en bringue le week-end ou autre, et que toi tu te dis là j'ai ma course, ça se joue dodo. Non, parce que moi après on a choisi de faire ça, c'est une nouvelle aventure, donc on est tout content d'y être aussi. Première année, première saison, on veut tout que ça se passe correctement. Après on est encore novice dans le métier, donc on sait pas totalement comment faire. Donc c'est pas dès la première année. Oui, c'est sûr que quand on voit nos potes partir, on se dit on aurait pu sortir. Est-ce que tu sors ce soir ? Non, on peut pas. Bon, après je pense que c'est un rythme de vie à apprendre, et comme on côtoie pas mal de personnes sportives, ou on va dire cyclistes, on reste encore dans le même milieu, donc ça reste encore assez correct. Et puis faut aussi faire au pli, hein. On se plie à la discipline, hein. Mais tu te dis pas non plus tiens, peut-être que je passe à côté de belles années de ma vie, je me lance là-dedans, mais est-ce que je vais pas le regretter ? Est-ce que... Ouais, il y a des périodes peut-être où quand c'est un peu plus dur, on se dit est-ce que j'ai fait le bon choix de faire ça ? C'est des sacrifices, donc derrière, s'il n'y a pas de résultat, c'est un peu compliqué aussi. Donc c'est... Alors comment tu fais pour te remotiver là ? Te remettre sur le vélo ? Faut en parler, je pense. Faut parler à sa famille. Faut pas hésiter à parler. Je pense que le dialogue est assez important avec son entraîneur aussi, et remettre en place des bases pour essayer d'aller gratter 2-3 résultats, et après ça c'est fait au mois de... Pendant l'été c'est compliqué aussi. Je trouve que le plus compliqué c'est l'été, quand faut
faut avoir une hygiène de vie assez, on va dire, assez saine, donc se coucher assez tôt. Quand tout le monde fait les barbecues au bord de la piscine. Et c'est se lever tôt l'été pour aller rouler, parce que après, si on va pas rouler, on a les copains qui nous appellent pour aller faire peut-être des trucs et tout. Donc voilà, faut être assez rigoureux pour pouvoir ensuite espérer quelque chose. Ouais, donc là, il faut un mental d'acier. Ouais, voilà, ça permet aussi de travailler, de travailler son mental pour être encore assez performant par la suite de la saison, quoi. Donc là, tu fais l'année 2018 avec Etup. Ouais. Et tu finis la saison. Ouais. Quelques résultats. Bon, le bilan, c'est dur. Ouais, dur. Après, voilà, il y a toujours beaucoup de satisfaction. Comme j'ai dit, avec quand j'ai eu ma petite placette à Liège. Après, j'ai réussi à ramener, à avoir une fois le maillot de meilleur grimpeur sur le Tour de Côte d'Or. C'est des petits résultats qui nous font que on est content de porter un maillot sur une course par étape. C'est une distinction. Et on a réussi aussi à gagner le Tour de Côte d'Or avec un de mes coéquipiers, Guillaume Gauthier. Donc là-dessus, pareil, on fait partie de l'équipe. Donc on se dit, on a gagné un petit peu le Côte d'Or nous aussi dans notre peau. Donc voilà, c'est à la fin de l'année, on tire les bilans. Il y a beaucoup de progression, parce que quand on passe de junior à espoir, il y a une grosse marche à franchir. Donc et déjà, pas décrocher, c'est déjà un résultat. Voilà. Ouais, parce qu'au final, quand je remarque par rapport aux catégories, quand j'ai commencé minime cadet et espoir, il y a beaucoup moins de personnes qui font encore du vélo, quoi. Toutes les personnes que je rencontrais pendant les courses, au final, je les vois moins. Elles ont arrêté le vélo, ou elles ont choisi un sens de vie différent, une direction de plus choisir les études et tout. Donc voilà, il y a déjà on retrouve moins des personnes qu'on connaît qui étaient dans les catégories de jeunes, voilà. D'accord. Tu finis la saison avec Etup, et là démarre la saison 2019. Ouais. Donc on se rapproche un peu de la date d'aujourd'hui. Ouais, voilà. Donc qu'est-ce qui se passe en 2019 ? 2019, c'est une saison un peu, on va dire, qui change à Etup, parce qu'il y a le directeur sportif d'Etup qui est recruté dans la formation continentale Groupama FDJ, donc Jérôme Gana. Ah oui, d'accord. Qui part sous les ordres de la formation française Groupama FDJ. Donc là, à nous de retrouver Comment tu le gères, ça ? Comment l'équipe le gère ? Ça doit être un gros coup dur, non ? Ouais, faut retrouver un directeur sportif, car c'est quand même la pièce maîtresse d'une équipe amateur. C'est lui qui gère tout, le recrutement. Donc voilà, il y a aussi des questionnements. Est-ce que le club va survivre à ça ? Comment il va s'en sortir ? Donc là, ouais, il y a pas mal de doutes. On se dit, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on part ? Est-ce qu'on reste ? Ah oui, parce qu'en plus, il y a ce jeu-là. Est-ce qu'on va pas dans un autre club pour pas perdre, enfin, pour continuer notre aventure, quoi. Voilà. Et c'est encore un choix à faire dans une carrière. C'est un choix, on va dire, important d'une carrière. Ça, je pense que le deuxième choix à faire après, quand je suis passé de Jurassic à Etup, là, on se dit, qu'est-ce qu'on fait ? Et est-ce qu'on reste ? Est-ce qu'on quitte le club ? Et après, non, le nouveau directeur sportif, Boris Zimin, est venu me parler. Quand il savait qu'il reprenait la main à Etup, quand il savait qu'il reprenait le poste, il est venu me parler. C'était quelqu'un qui était déjà à Etup ? Non, pas du tout. Il a été recruté aussi, lui. Ouais, il était ancien. Il a fait quelques années chez les professionnels, dans une équipe française. Et il était encore dans le monde du vélo, un peu dans le monde journalistique. Donc c'est une personne que je connaissais pas du tout, donc totalement extérieure à mon environnement, à l'environnement d'Etup, même s'il a déjà il est passé par le club d'Etup avant qu'on était amateur, mais moi je le connaissais pas, donc nouvelle personne à cerner, on va dire. Faut un nouveau apprentissage, savoir comment il va manager son groupe, comment il va s'en sortir. Est-ce qu'il aura les épaules solides pour résister, parce que c'est quand même un métier où il y a quand même beaucoup d'enjeux, beaucoup de responsabilités. Il y a toute une économie, le club, repose sur lui.
parce que faut avoir des résultats, faut que le recrutement soit cohérent. C'est lui qui inspire la confiance. Alors, Oui. il y a les coureurs, mais c'est aussi lui la tête de pont. Donc, Oui, c'est... les sponsors peuvent se carapater s'ils n'ont pas confiance dans le directeur sportif. Ouais, c'est... Gros enjeu. Gros enjeu, ouais. C'était une année, début 2019, c'était une année charnière. Bon, après, on a discuté et on a décidé de... Bah, moi, il m'a proposé un projet, il propose son projet, et moi, j'ai adhéré à son projet directement, quoi. Il m'a mis en confiance directement, donc là-dessus, c'était, on va dire, pas quelque chose de logique pour moi de continuer avec lui, quoi. Et tout le monde a suivi? Certains ont pris le virage pour changer d'horizon. Après, ils étaient là depuis quelques années au club, mais ils ont décidé de partir du club cycliste d'Étup. Mais on a quand même, il y a eu quand même pas mal de chamboulements au niveau des coureurs, même si on a gardé quand même, on va dire, une base de coureurs qui étaient présents en 2018. D'accord, donc il y a eu énormément de changements, directeur sportif, quelques équipiers qui décident de partir, d'autres certainement qui sont revenus. Ouais, qui sont arrivés plutôt. Qui sont arrivés, ouais, des nouvelles têtes qui sont arrivées. Il arrivait un peu sur le tard, donc il a pas pu faire non plus tous les recrutements qu'il voulait. Voilà, comme j'ai dit, c'était un peu une année assez charnière. Ouais, c'est l'année charnière du club. Donc elle démarre comme ça. Ouais, elle démarre, bah voilà, comme d'habitude, on reprend les bases de l'année, stage cohésion, stage préparation physique, voilà. On change de directeur sportif, donc le travail est différent. Il travaille pas pareil que Jérôme. Donc là, faut rapprendre sa façon de travailler, sa manière de travailler. Et donc voilà, ça s'est bien passé dès le début, donc c'était très très satisfaisant. Ouais, et donc les premières courses? Bah, on avait le même schéma qu'avec Jérôme, donc première course dans le sud de la France. Les premières coupes de France que j'ai pu dès le début, il m'a dit, il m'a positionné un peu en tant que plutôt leader. Il était confiant dans mes capacités et il m'a dit, bah ouais, je pense que tu es capable de te débrouiller sur des courses, des coupes de France DNA. Donc il m'a mis sur les coupes de France en tant que coureur protégé. Donc c'est-à-dire qu'on était un peu plus à l'abri, on intervient plus à la fin de la course pour essayer d'obtenir le meilleur résultat. Et en Coupe de France, c'est une course collective. En fait, c'est un coureur qui marque des points, mais il ramène des points pour l'équipe. D'accord. Donc là-dessus, faut avoir une équipe soudée pour ramener le maximum de points. Et je ramène les premiers points pour l'équipe sur l'épreuve un an de Segré, là, avec une anecdotique 14e place, mais c'était quand même important de marquer les premiers points pour que l'équipe et pour que ça lance correctement la saison, quoi. D'accord, donc là la saison est lancée. Qu'est-ce qui se passe ensuite, les courses d'après? Bon, après, le début de saison était plutôt correct. Après, il n'y avait pas de victoire ni de podium, mais j'ai participé au Tour du Jura dans la région, c'était toujours une superbe épreuve. Encore beaucoup d'encouragement et tout, parce que toute la famille, beaucoup d'amis étaient là, donc on a beaucoup d'encouragement et j'ai réussi à avoir une petite place au général, faire un top 15 au général, donc c'était cool pour la motivation, on était contents. Après à Liège, j'ai confirmé la prestation que j'avais fait l'année dernière avec une 9e place, donc un début de saison satisfaisant on était dans les cordes, on va dire, on était dans l'objectif de ce qu'on s'était donné dans le début de la saison, quoi. D'accord. Et arrivent les courses de l'été. Ouais, moi j'avais Boris m'avait dit que l'équipe Wanty avait décidé de me regarder pour me choisir en tant que stagiaire pour l'été. Alors ça veut dire quoi, stagiaire? Alors stagiaire, c'est comme on en revient au monde de l'entreprise. Ouais. C'est on passe 4 mois avec eux, donc du mois d'octobre, du 1er août au 31 octobre, on va dire, avec eux, où ils peuvent nous appeler pour faire une course avec eux. Donc là, on s'y prépare, on se dit, bah, faut avoir les épaules solides pour essayer de faire la meilleure impression, quoi. C'est un peu un test, en fait. Ils testent les coureurs, savoir s'ils sont capables de passer ce cap, quoi. Et que ça se passe bien dans le groupe et qu'on s'entende bien. Avoir un bon esprit là, c'est encore plus, on arrive dans le milieu professionnel, donc il y a encore plus de leaders, les rôles sont encore 1000 fois plus définis qu'en amateur, quoi.
Donc là, ouais, c'était première course avec Wanty au Tour de Burgos début août. Là, on en voit plein les yeux parce qu'on arrive avec Ineos, les grosses formations du peloton professionnel. Et donc on avait Guillaume Martin comme leader et j'ai couru avec Fabien Doubé aussi qui était là qui est dans l'équipe Wanty depuis 2 années. Il attaquait sa 3e année. Donc aussi il m'a énormément aidé à appréhender l'événement, on va dire. Il m'a conseillé, il m'a donné des conseils comment ça allait se passer. Donc ouais, grosse course quoi. Et comment tu te prépares à ça au départ ? Faut être prêt physiquement. De toute façon, je savais que j'avais fait une bonne préparation pour en arriver là. Et faut donner le meilleur de soi-même pour, comme j'ai dit, faire la meilleure impression quoi. Ouais. Donc là, cette course, tu finis. Ouais, c'est le résultat. Ouais, on finit loin parce que c'est ça. Mon but c'était de travailler un maximum pour le leader et pour que le directeur sportif soit content quoi. Du travail qu'on fait, c'est se mettre 100% de son énergie, sa force pour protéger, pour emmener le leader pour mettre le leader dans les meilleures dispositions à la fin quoi. Donc ils étaient satisfaits de moi à la fin de la course, à la fin de ces 4 jours, donc c'était très très bien quoi. Objectif on va dire rempli. Objectif rempli, et après course à Beauvais. Ouais, là c'était ça faisait partie aussi de mon planning de août, c'était faire une course professionnelle pour prendre du volume, pour essayer de prendre de la force. Et là on arrive sur les championnats de France à Beauvais autour du 20 août pardon. Ouais. Avec la course en ligne le vendredi et alors comment ça se passe en détail? T'arrives dessus, c'est quoi l'état d'esprit? Comment t'abordes cette course? Toujours un peu stressé parce que c'est un championnat et je savais que je pouvais jouer quelque chose. Beaucoup de personnes de mon entourage, mon directeur sportif m'avait dit que j'avais une carte à jouer et que derrière ça pouvait m'ouvrir beaucoup de portes parce que c'est quand même un championnat quoi. Ça ouvre pas mal de portes et donc motivé à fond, mais toujours un peu ce stress de championnat quoi. Ouais. Donc t'arrives sur la course. Comment elle se déroule la course pour les gens qui connaissent pas la course, c'est une course le cyclisme. Beaucoup de gens pensent que le championnat c'est le cumul de plusieurs courses. Maintenant c'est une course 180 km. Voilà, c'est d'une traite quoi. Il y a pas de course pour faire un classement. Donc c'est une course de 180 km. Et là, une échappée qui se forme derrière. Donc tu démarres. Excuse-moi, on revient un peu en arrière. Tu t'alignes sur la ligne de départ. Tu démarres comment? C'est un départ, on va dire en course classique ouais, quoi. C'est au début ça bataille, on appelle ça, c'est-à-dire que il y a des attaques, faut suivre. On avait des consignes aussi, donc moi j'étais plus protégé avec un coureur de la sélection Bourgogne-Franche-Comté, parce qu'on court sous le maillot du comité, j'ai oublié de dire. Ah oui, donc c'est sous le maillot du comité qu'on réalise cette course. Comité Bourgogne-Franche-Comté. Donc là, voilà. C'est une équipe aussi? Ouais, c'est une équipe. Après, c'est différents éléments d'équipe. Il y a le SCO Dijon, il y a Etup, voilà, et on doit faire une équipe. D'accord. Une équipe régionale. Ok. Donc là, on avait un rôle un peu de leader, donc là. Faut tenir le rang qu'on a quoi. Les autres travaillent un peu pour nous et vont un peu plus dans l'échappée pour on va dire ils dépensent des forces en début de course pour que nous derrière on soit prêt à dégainer quoi. Ouais, d'accord. Et moi toute la course j'avais un bon feeling, je sentais qu'il y a des courses comme ça où tout se passe bien, tout ce qu'on fait ça se passe bien, on réalise tout ce qu'on fait, ça se réalise bien. J'arrive à rentrer sur l'échappée on va dire l'échappée matinale comme on dit. L'échappée de la première heure de course. Et là, on était une vingtaine et à 3-4 tours de l'arrivée. Donc, on était à 50 bornes de l'arrivée, 50 km de l'arrivée. Et là, je me dis, faut écrémer tout ça, faut taper un peu dedans. Ouais, faut taper un peu dedans, faut taper dans la fourmilière. Ouais. Et parce que autrement, ça sera trop aléatoire. Il y aura trop de coureurs capables de jouer la victoire. Donc, j'attaque une première fois, on se retrouve à 6 devant. Et le tour d'après, j'ai des consignes de mon directeur sportif. Alors tu dis tour parce que ouais, c'est des tours. C'est une course en circuit. Il y avait 11 tours de 10 km. Non, ouais, d'une quinzaine de kilomètres. Ouais, une quinzaine de kilomètres. D'accord. Et donc là, j'ai des consignes qui m'arrivent à mon oreille qu'il fallait que je remette un coup de pied dans la fourmilière quoi pour essayer de
de faire la sélection parmi les meilleurs, quoi. Et sur la ligne, j'attaque, c'était le dernier tour. Et là, je me dis... Vous étiez combien là on était 6 puis 5. Ouais. Et quand j'attaque, on se retrouve à 3. Bah, j'attaque, il y en a un qui me compte, donc on se retrouve à 3 devant. Et là, il restait entre 10-11 km. Et là, on s'est dit, on était à 3. On réfléchit plus, on a une médaille au bout du nez pour tout le monde. Donc, on met les forces dans la bataille et on se disputera la victoire à la fin, quoi. Et là, les 2 autres, c'était qui ? Un Normand, Mathis Louvel, et un Rhône-Alpin. Donc pas du tout de l'équipe non. Bourgogne-Franche-Comté, tu les connaissais pas. Ah ouais, là, il y a plus d'amis là. Voilà. Même si c'est sur un championnat, il y a pas trop d'amis, mais ouais, là c'est on se dit qu'on joue une médaille, un podium au championnat de France, donc faut tout mettre en place pour obtenir le meilleur résultat, quoi. Et là, comment tu tiens ? T'es déjà au bout là ou tu sens que t'en as encore non, la pédale ? cette course là, c'était toute la course, je me sentais bien, quoi. De la force, on appelle ça, quand en cyclisme, on dit qu'on a de la force, qu'on est puissant, on a pas trop de fatigue, mais voilà, comme on arrive à 5 km de l'arrivée, on voit la flamme rouge, on voit les bornes qui indiquent 5 km, 4 km, 3 km. Et t'étais devant toujours. Ouais, voilà, on était toujours devant, et là on savait qu'on allait jouer la victoire, parce que derrière c'était à plus d'1 minute, donc là on se dit, voilà, là c'est à nous 3, et il y en a un de nous 3 qui sera champion de France dans quelques minutes. Donc là, je pense que l'expérience que j'ai eue en cadet m'a beaucoup servi sur le fait que la gestion du stress, pas tomber dans le piège de faire une erreur. Donc voilà. Et là, comment tu fais la différence là sur les derniers mètres ? Eh ben, au kilomètre, personne voulait prendre de relais. Donc en vélo, on prend des relais. Chacun se relaie pour faire l'effort, on va dire. Et là, tout le monde se regarde parce que tout le monde se dit y a plus personne derrière, ils sont loin. Je vais réserver mes forces pour le sprint ou pour attaquer. Et moi, je me sentais, on va dire, j'étais bien, quoi. Je me mets devant et à 300 mètres, j'ai dit faut que je lance parce que plus on lance loin, plus on lance un sprint de loin et plus il sera éprouvant. Au bout de 180 km, c'est quand même éprouvant. Et quand on est devant, on n'a pas les 2 vélos quand on est deuxième, on a un vélo à remonter. Quand on est troisième, on a 2 vélos à remonter par rapport au premier. Donc je me suis dit, il faut lancer ton sprint de loin pour avoir le plus d'avance et tu lèveras la tête qu'à la fin, quoi, une fois que tu auras passé la ligne. Et là, je vois le Rhône-Alpin qui me remonte au niveau de la roue, donc on était, on va dire, ex-aequo. Et j'ai réussi à en remettre une couche, quoi. Pendant le sprint, j'ai réussi à remettre de la puissance. Et là, je me suis dit, c'est bon, c'est fait. À 20 mètres de la ligne, je voyais que j'avais gagné, je lève les bras. Et une émotion incalculable, quoi. Ouais, comment tu gères ça, là ? C'est parce que tu te rends compte du truc le speaker annonce ton nom, victoire. On saute dans les bras de ceux qui sont à l'arrivée, quoi, le soigneur qui nous attend. Au début, on se rend pas trop compte, quoi. Après, on est vite au podium parce que tout s'enchaîne vite. On est vite interrogé par la presse. On monte sur le podium, on se lave un peu pour être propre. Remise de médaille, remise du maillot et Marseillaise. Et là, c'est le bouquet d'émotions, quoi. On est rempli d'émotions, presque les larmes aux yeux, quoi. Ouais. On pense à toutes les années avant qu'on a fait, tout le travail qu'on a accompli avant. C'est riche en émotions, ouais. Ouais, c'est une performance en elle-même, mais en plus de ça, les sacrifices qu'on a fait, on se dit bon ça y est, on sait pourquoi on les a fait. Ouais, là c'est payant, quoi. Ouais, c'est payant, c'est une première victoire. C'est jackpot, quoi. Ouais. C'est comme on dit, il faut mieux gagner cette course-là qu'une course que toute autre course, quoi. Parce que derrière il y a le maillot tricolore, il y a toute une reconnaissance, c'est une course qu'on n'oubliera pas, parce que quand on gagne une course, on va dire lambda, le lendemain, voilà, t'as gagné la course, mais t'as pas un maillot que tu peux arborer pendant 1 an. Tu peux rouler avec, quoi, sur des courses, à l'entraînement, voilà. Et du coup, c'est aussi super pour l'équipe parce que le nouveau directeur sportif, ouais, ça confirme le choix de rester et puis de faire confiance au nouveau staff. Ça fait 1 mois que t'es chez Ventigobert. Ouais. Et tu décroches un titre. Pour eux, pour eux, ouais, c'est aussi satisfaisant. C'était, comme ils m'ont dit, c'est leur
la première fois qu'ils ont un titre de champion de France dans l'équipe, même si j'étais pas avec eux, j'étais pas en contrat avec eux, j'étais quand même stagiaire dans leur équipe, donc ils étaient contents de pouvoir dire qu'il y avait un champion de France, un peu qu'ils avaient le champion de France, quoi. Ramener un maillot qui soit dans toutes les disciplines, c'est quand même satisfaisant. Et donc ouais, pour l'équipe, pour Boris, là on a depuis le début de la saison, en plus on avait tissé des liens forts, donc là ça a renforcé tout ce qu'il m'avait donné, la confiance qu'il m'avait donné. Là je lui ai redonné en puissance 1000, quoi. Le bonheur pour tout le monde, pour ma famille, mes amis, ma copine, tout le monde, tous les gens qui me côtoient au quotidien, ils savent que c'est compliqué, et voilà, c'est l'apothéose d'une saison, quoi. Vous étiez combien au départ du championnat de France? On était alors les comités, avec les nouvelles régions, c'est compliqué parce qu'il y a encore moins de régions, donc il y a plus de personnes dans le comité. Donc D'accord. en Bourgogne-Franche-Comté, on était 8 ou 10. Donc ouais, ça fait des équipes, un peloton de 120, 130 éléments, quoi. Et quand tu pars, quand tu es sur la ligne de départ et que tu pars, tu te dis alors effectivement, il y a 2-3 personnes qui te disent t'as une carte à jouer, mais toi tu te dis c'est quoi mon objectif? C'est être premier ou c'est je vais finir dans le top 10, dans le top 5, qu'est-ce que je fais, comment je me positionne? Sur cette course-là, le but c'était quand même d'accrocher un gros résultat, parce que comme j'ai dit avant, ça permet d'ouvrir beaucoup de portes. C'est une porte d'entrée, on va dire, au milieu professionnel, parce qu'on est mis en lumière grâce à cette course. Donc le but, ouais, c'était beaucoup de gens m'avaient dit, et c'est quand j'y repense, beaucoup de gens m'avaient dit t'es capable de le faire, moi je te vois gagner demain. Boris me l'avait dit, et je dis ouais, j'espère, mais voilà, on va pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Prudence. Mais dans ta tête, toi tu te dis au quoi? départ, je me dis je peux le faire, ouais, vraiment? Je peux le faire, ouais. Et dès le début, j'ai vu que on voit tout de suite, on sait qu'on est capable si on est dans une bonne journée ou pas. Et je savais que fallait se battre jusqu'au bout, parce que une place c'était tout bonus, quoi. Et après voilà, c'était comme au début, je les voyais, je me dis quand on voit tous les adversaires qu'il y a, on dit est-ce qu'on va être capable de tous les éliminer, entre guillemets, et ravir le titre, quoi. À la fin, quand j'ai revu les images, je me dis ah ouais, là au moment là, est-ce que tu t'attendais vraiment à gagner le maillot? On n'y croit pas quand même sur le coup, hein, on n'y croit pas. Ouais, on se dit tant que la ligne n'est pas passée, on réalise pas. On réalise pas. Voilà. T'as réalisé combien de temps après, vraiment? Quand on rentre à l'hôtel et qu'on se dit et qu'on ouvre son téléphone déjà, et là c'est ouais. beaucoup de les notifs qui déboulent, d'encouragement, de félicitations, tout le staff qui est content, et ce qui est anecdotique, c'est que le lendemain je m'étais engagé sur le contre-la-montre des championnats de France, donc fallait se remettre dans le bain, quoi. Ouais. Et là ouais, non, j'avais la nuit, c'est mal passé, non, mais toujours toutes les images en tête de la course, le podium, shoot d'adrénaline. On mange tard parce qu'il y a la presse, contrôle antidopage, voilà, il y a tout un protocole après. Donc là c'est repas tard, massage tard, donc là le temps de saluer tout le monde et remercier tout le monde, parce que c'était un peu le titre aussi à tout le monde, toute l'équipe. Le temps d'appeler aussi sa famille, parce qu'ils étaient malheureusement pas là ce jour-là. Ah ouais. Alors que mon père est souvent là sur les courses, mais bon, il a pas pu être là ce jour-là, donc ouais, c'est dommage. Mais après voilà, c'est quand on arrive le soir à l'hôtel, on se dit ah ouais, là on a fait quelque chose de grand, quoi. Ouais. C'est le lendemain aussi, on arrive, on part sur le contre-la-montre, on se dit on a déjà un maillot, donc voilà, c'est la semaine est réussite. Ouais. La semaine est réussie, et on va pouvoir passer à la suite. Ouais, voilà, c'est ça. Pour toi, cette réussite, elle t'a donné des ailes, ou est-ce que c'est devenu un poids? Est-ce que, à la suite de ça, avec tout ce qui s'est passé derrière, certainement de presse, par rapport à ton équipe, par rapport à ton stage chez Wanty, Chez Wanty, pardon, comment tu gères ça après? Est-ce que c'est devenu un peu flippant, ou est-ce que tu t'es dit non, bah là
Ça me donne des ailes, ça me donne encore plus envie. On va dire c'est un bonheur parce que derrière faut répondre à des sollicitations médiatiques. Faut être présent sur certaines organisations, certains événements, répondre à certains médias, les journaux, le Progrès qui est le journal local. Et après on est invité sur certaines cérémonies. C'est tout comme j'ai dit, on gagne la course, mais la course se finit pas en fait. Et la course, je la continue encore là, 3 mois après, 4 mois après, je suis encore dans la course du championnat de France parce que faut que je réponde à toutes ces sollicitations et ça donne des ailes, des ailes quoi. C'est pas trop de pression. Non, c'est que du bonheur, je trouve. On rencontre beaucoup de personnes grâce à ça aussi. On fait, c'est sûr qu'on passe dans les médias, on fait des reportages avec France 3, donc on découvre de nouveaux univers. Passer des journées avec des gens, on discute. Je trouve c'est enrichissant et non, c'est pas pesant du tout. C'est un kiff quoi. C'est un kiff de faire ça. Bon, tant mieux. Comment à la suite de cette course, donc les rôles dans l'équipe, est-ce que ça change quelque chose? La nouvelle équipe pour laquelle tu étais stagiaire réagit comment? Wanty était super satisfait. Comme j'ai dit, ramener un maillot, c'était une grande satisfaction pour eux. Et après, le club, pareil, tout le monde était content, tous mes coéquipiers aussi étaient contents. Et au final, j'ai pas eu le temps de courir avec eux. Une seule fois, j'ai eu le temps de recourir avec eux parce qu'après, entre le stage avec Wanty, j'ai fait toutes les courses avec Wanty. Donc eux, ils t'ont intégré directement dans l'équipe et puis voilà, les courses. Ils m'appelaient pour faire des courses, le Tour du Doubs. C'était. Après, j'ai fait aussi le championnat du monde avec l'équipe de France, donc. D'accord. Donc là-dessus, ça. C'était où? C'est au Yorkshire, en Angleterre, au Yorkshire, fin septembre. D'accord. Raconte-nous. Donc là, c'est encore, on se fait appeler par le sélectionneur. Semaine de préparation pour préparer cela avec l'équipe, le staff médical, coach. Et on s'envole pour le Yorkshire. 1 ou 2 jours avant, on reconnaît le circuit. Là, on se dit on est au championnat du monde, c'est encore un cran au-dessus. Et la course, on avait pareil des rôles définis pendant la course, donc le but c'était aussi de prendre du plaisir parce que je vais peut-être pas faire les championnats du monde tous les ans, donc essayer d'en prendre plein les yeux, profiter un maximum et faire la course que je voulais quoi. Ouais. Donc là, tu t'alignes sur la ligne de départ avec tous les meilleurs mondiaux. Ouais. Il y a tous les coureurs qui ont gagné des courses, même il y en a qui ont gagné des courses chez les professionnels. Ouais, faut se rendre compte que certains espoirs courent le Tour de France. Il y a un Belge, il a fait le championnat du monde et il a fait le Tour de France. Et ils ont fait des courses de niveau World Tour, quoi, des niveaux mondial. Et là, on est face à eux. Au final, on est encore petit, quoi. On était tout en haut de la pyramide en France et pouf. Ouais. On retombe tout en bas de la pyramide au niveau mondial. Et beaucoup de gens m'ont dit, certaines personnes m'ont dit, fais attention au retour de boomerang parce que t'étais dans l'euphorie et après, s'il y a des trucs qui se passent mal, ça peut être compliqué. Donc ça, c'est aussi quelque chose à gérer. Pas tout le temps être euphorique et bien avoir les pieds sur terre. Oui, parce que là, tu passes finalement de premier au championnat de France Espoir à équipier stagiaire à Wanty Gobert sur un championnat du monde. Ouais. Et donc au service d'autres. Ouais. Juste avant, tu viens de faire un podium et la plus haute marche. Et après, on se retrouve on se retrouve équipier. Équipier, ouais, c'est compliqué. C'est ça, compliqué. Je dirais pas que c'est compliqué parce que c'est depuis le début quand on monte une marche, on n'est plus le meilleur quoi. Faut se frotter à des nouvelles personnes, faut refaire ses preuves. Et c'est quand j'aurais fait mes preuves que je pourrais dire là maintenant faites-moi confiance, je pourrais faire quelque chose. Il y avait des personnes qui étaient plus en condition actuellement que moi et moi j'ai apporté ma pierre à l'édifice pour qu'on obtienne le meilleur résultat, mais je pense qu'il faut à chaque fois faire ses preuves pour
pour ensuite réussir à être considéré comme la personne à protéger et la personne qui pourra gravir ou gagner cette course. Donc gagner la confiance. Ouais, et après, toujours. Ouais. Je pense que c'est, on va dire, une petite règle, pas une règle de vie, mais déjà jamais croire que tout est acquis et toujours se dire qu'il y a meilleur que nous, parce qu'au final on gagne quelque chose et non, derrière, non, t'es pas le meilleur, il y a encore un petit cran à passer, et des confiances des résultats à acquérir pour pouvoir prétendre à des statuts, quoi. C'est cette course à Beauvais qui t'a fait le déclic pour le milieu professionnel. Quand est-ce qu'il est arrivé, ce déclic ? Ouais, après ce titre de champion de France, même si avant j'avais des... on peut pas dire que j'avais des pistes, mais j'espérais, pourquoi pas, si ça se passait bien le stage, pourquoi pas, dans les années futures, pourquoi pas prétendre à une place dans le milieu professionnel. Mais ouais, ce titre a tout accéléré. La vitesse de tout a été démultipliée, quoi. Derrière ça, il y a eu j'ai été obligé de prendre, on va dire, un agent, donc quelqu'un qui s'occupe de soi, ouais. De sa carrière, en fait. Maintenant, on arrive dans un monde où c'est quand même essentiel d'avoir ça, parce que c'est compliqué au niveau économique, relations. Je l'avais pris un peu avant, parce que on avait besoin de ça pour le stage aussi avec Monty. Donc c'est des agents qui sont dans les équipes ou c'est des agents non, c'est des privés, quoi, des personnes privées. Et comment tu le trouves ? C'est par le réseau, non ? Ouais, c'est le réseau. Ouais. C'est on m'a conseillé de prendre lui, quoi. Un membre du staff d'études travaille avec lui depuis quelques années. Et il m'a dit, prends-le, c'est quelqu'un de confiance, je le connais très bien, il saura t'amener au plus haut point et il saura tirer le meilleur de toi, quoi. Donc là après on a quelques propositions. L'équipe Groupama FDJ, la Continentale à Besançon, j'avais entendu des dires comme quoi ils étaient peut-être intéressés. Donc voilà, ça, on se dit pourquoi pas continuer avec eux. Mais bon, Wanty, c'était quand même on va dire la continuité de tout. Ils m'avaient offert le stage au mois d'août. Et là, ils m'ont contacté le soir du championnat de France. Pas directement, mais Boris les avait eus et ils ont dit, il leur a dit, ne vous inquiétez pas, Théo saura faire le bon choix. Et voilà, ça s'est goupillé comme ça. Donc là, finalement, Wanty t'a proposé un contrat professionnel ? Là, on s'est mis d'accord sur un contrat à partir du 1er août 2020, ouais. Du 1er août 2020 jusqu'au mois de décembre 2022, donc 2 ans et 5 mois de contrat. D'accord. J'ai choisi de commencer. J'ai voulu commencer au 1er août pour pouvoir déjà porter mon maillot cette année dans le peloton, et aussi pour pouvoir continuer à faire mes gammes. On m'a conseillé de faire ça parce que je suis jeune, j'ai quand même 20 ans, je vais avoir 21 ans l'année prochaine. Donc je pense que le temps, je l'ai encore devant moi. Donc j'ai le temps encore de se passer ce cap. Donc si j'avais l'opportunité de repousser un peu cette échéance, donc essayer de continuer encore un peu chez les amateurs pour reprendre continuer à faire ses gammes, quoi, continuer à tout apprendre, parce que je pense qu'il me manque encore quelques trucs, quelques détails à peaufiner pour vraiment arriver dans le monde pro et se dire c'est bon, là maintenant je peux faire ce que je sais faire, quoi. Oui, puis il y a tellement de variables quand tu montes encore d'un cran que finalement tu peux pas régler les petits trucs fins, quoi. Alors que là tu t'es dans ton bain et tu sais que là je vais plus travailler ça, ou là je sais que ça a joué, donc je vais fignoler un peu. C'est peut-être plus simple de rester un petit moment au même niveau et puis de pouvoir s'affûter c'est ça. Un peu plus. C'est être aiguisé pour mieux couper. Non, mais ça fait une transition où je vais commencer le début de l'année avec le club d'études, où là j'aurai pareil un rôle de protéger sur des courses, et bien sûr que j'aurai un rôle d'équipier sur certaines courses parce que je le veux, et c'est dans l'apprentissage de tous les coureurs. Et j'arriverai en août prêt dans la condition optimale pour montrer tout ce que je sais faire pendant ces 2 années et demie de contrat, quoi.
Je pense que ça va être une transition en douceur, quoi. Moins brutale, quoi. J'ai déjà entamé des stages de cohésion avec eux, donc voilà, je suis déjà dans le bain professionnel et je reste encore dans le milieu, dans le bain amateur, quoi. Tu renforces un peu des deux côtés. Voilà. Pour pas louper le coche. Non, voilà, c'est ça. C'est quoi ton but là? Le but, c'est quoi les limites? Où t'en es par rapport à ça? Je pense que des limites, faut pas s'en fixer. Après, je sais que si vous demandez à ma famille ou à mon père, par exemple, il y a 5 ans, où c'est qu'il me voyait, jamais il aurait dit ça. Il m'avait dit un coup quand j'étais au championnat de France, il me dit profites-en parce que ça se trouve c'est ton dernier championnat de France. Après, quand tu monteras dans les autres catégories, t'auras pas la chance d'y participer. Et l'année où je finis 5e là, au Pieux, c'était un franc-comtois qui gagne et il se dit c'est quand même beau. Et là cette année c'était moi qui gagnais. Donc je pense faut pas se fixer de limite, faut toujours être relativisé sur ce qu'on fait et toujours bien travailler, avoir des conseils, se former un noyau, son entourage, bien avoir un staff qui reste toujours autour de soi pour qui est capable qui te connaît déjà, qui sait comment tu es, si tu es plutôt tendre, si tu es plutôt dur, savoir comment tu es pour bien te conseiller et après dans mes perspectives à venir, c'est quoi tes rêves les plus fous? Tout le monde me dit tu veux participer au Tour de France. Oui, bien sûr, c'est pas la première chose que je veux faire, mais c'est sûr quand on participe au Tour de France, passer devant chez soi au Tour de France, ça serait le rêve ultime. L'année prochaine? Non, parce que parce que 2 ans. C'est déjà au mois de février, au mois de juillet, je passerai qu'en août, donc c'est pas possible, mais ouais, pourquoi pas 2 ans, même si c'est dans 5 ans, je le prends, je signe tout de suite, mais ouais, pourquoi pas. Voilà, participer au Tour de France, mais avant de participer au Tour de France, comme j'ai dit, faudra valider d'autres points. Ça sera faire des résultats sur des belles courses et pourquoi pas gagner une course chez les professionnels. Des courses qui font rêver, c'est des courses. Il y a des très belles classiques en France, des grands prix de la Marseillaise au début de l'année. Ou alors des courses Liège-Bastogne-Liège, mais ça c'est vraiment le haut du panier, donc je pense que de gagner déjà une course en France, une belle classique, ça sera déjà très beau. Même en Belgique, il y a des très belles courses, donc ouais, c'est je pense un rêve qui sera envisageable dans peut-être 5 ans, et le Tour de France après on verra comment ça se passe, mais il y a des autres choses à valider avant. Okay. J'ai lu que on te considérait dans la catégorie puncher-grimpeur. C'est quoi ça? Tu peux nous expliquer? Vous avez bien lu le journal. Non, alors puncher-grimpeur, puncher c'est un coureur qui est capable de réaliser des efforts on va dire pour une personne lambda sur des côtes d'entre 5 minutes d'effort et 10 minutes d'effort, quoi. Ça peut être des pourcentages assez forts où il faut faire la différence. Je sais pas si vous voyez, mais on va dire à la Philippe, c'est un puncher grimpeur où il se débrouille très bien sur des montées raides, sèches ou des montées un peu plus longues, un peu moins raides, voilà. Et après grimpeur, c'est celui qui arrive qui a des facultés à passer des cols, à passer des altitudes au-dessus de 2000 mètres, comme le col du Galibier par exemple. Voilà, c'est une catégorie où faut travailler pour être encore le meilleur, quoi. C'est finalement être un peu homogène, non? Enfin un peu ouais. Savoir un peu tout faire. Je pense que ouais, Boris me caractérise comme on va dire puncher grimpeur, mais je pense que je suis capable de me débrouiller dans tout un peu. Voilà, je serais pas mauvais, mais je serais peut-être pas le meilleur. Je suis certainement pas le meilleur grimpeur ni puncher, mais je pense que en petit comité sur des petits groupes, sur des parcours assez usants, on va dire, où c'est usant toute la course, il n'y a pas des énormes montées, mais ça use l'organisme. Je pense que je peux me détacher et me montrer, quoi. T'avais déjà des aptitudes physiques à l'école en sport? On a tous fait
des 400 mètres course, des 80 mètres sprint, d'athlétisme. Ouais, pour le bac et tout. Ouais, t'avais déjà un peu des prédispositions ou... Ouais, en course à pied, j'étais pas pareil, on va dire. J'avais des bonnes... des prédispositions, je dirais peut-être pas ça. Ça fait un peu arrogance, mais non, c'est... Ouais, j'étais parmi les meilleurs de ma classe, peut-être en course à pied. Ouais, c'était... Aussi, je m'entraînais pour ça, parce que on avait quand même quand on est petit, on fait un peu plus de sport, donc on a une meilleure hygiène de vie. Donc ouais, j'avais peut-être certaines aptitudes, par exemple en course à pied, ouais. Ouais, le sport, pour toi, c'est facile ou c'est parce que t'aimes et tu tapes dedans et que tu vas te faire mal? Oh, non, le sport, c'est pas facile parce que... Mais pour toi, enfin... Ouais, non. Non? C'est quand même pas facile parce que... Comme je dis toujours, on arrivera toujours à trouver meilleur que soi, en fait. Mais quand on se confronte à ses petits collègues ouais. au collège ou au lycée ou même en fac et qu'on fait un petit footing ou qu'on fait une partie de tennis, ah bah oui. Ça te semblait plus facile que les autres ou c'est parce que t'aimes ça et que tu t'entraînes jusqu'à ce que t'y arrives et que ça devienne facile? Ouais, sur des sports où fallait on va dire déclarer des capacités d'endurance, je pense. Après, sur des sports techniques, c'est un peu plus compliqué, mais quand il fallait développer des capacités d'endurance, comme en course à pied, c'est sûr qu'on on avait un petit plus par rapport aux autres, quoi. On était un peu plus avantagé par rapport aux autres, c'est vrai. Ouais, c'était. Donc il y a un peu des prédispositions, puis après il y a beaucoup de boulot. Ouais, il y a un peu de génétique, je pense, dans tout. Hein. C'est comme ça, mais ouais, je pense que il y a beaucoup de boulot aussi. C'est un travail sur le fond. C'est pas, on se dit pas du jour au lendemain, je vais être le meilleur, quoi. Bah, certains y arrivent peut-être parce qu'ils ont un capital génétique important et un capital génétique très bon. Mais quand on n'a peut-être pas le meilleur capital génétique, et ben faut se dire, faut travailler. C'est 2-3 ans et ouais, la tête, ça fait partie aussi de ça. C'est pour ça que faut avoir une tête bien, on va dire, bien construite pour pouvoir prétendre à ça, quoi. Les études, t'en es où? Bah là, comme je l'ai dit, je suis en 2e année de DUT chimie à Besançon. Et là, faut jongler avec le vélo, quoi. La première année, j'ai réussi à la valider. Et là, quand on commence à avoir des stages entre Wanty, Etup, peut-être l'équipe de France, là, faut être composé. C'est compliqué, quoi. Ouais. Partir le matin, rouler tôt. Si on prend les cours un peu plus tard, c'est-à-dire qu'il faut se lever tôt pour aller rouler. C'est pas les meilleurs. C'est quoi tôt? Bah, des fois, c'est 7h30 quand le jour se lève à peine. Il fait froid. On se dit, allez, faut y aller. Ouais, faut y aller. Tu fais quoi, 2 heures? Ouais, bah par exemple. Mardi, j'avais cours à 10h. Je me suis dit, allez Théo, avant 10h, faut que t'aies fait 1h30, 1h45 de vélo. Donc ça comprend s'habiller, faut se préparer pour partir en cours. C'est sûr que c'est compliqué. Et des fois, quand on a des horaires un peu variables, quand on a 1h30, 2h, 3 heures de pause, on prend le vélo, on file, on fait tout ce qu'on peut. Voilà, c'est des périodes un peu compliquées, mais bon... Faut arriver à gérer ça, quoi. Et est-ce que t'as des vélos d'appartement? Enfin, est-ce que tu roules en dehors de la route classique? Ouais, maintenant avant il y a des vélos d'appartement, c'est-à-dire qu'on fixe notre vélo sur un support qui nous fait rouler dans le vide, on va dire, avec une résistance. Mais maintenant on développe des applications d'entraînement virtuel. On s'entraîne sur un parcours. Par exemple, ils vont créer un parcours. Si par exemple vous connaissez tous peut-être le Mont Poupée dans le Jura, ils peuvent rentrer le Mont Poupée dans un logiciel et notre home trainer, qu'on appelle ça, c'est-à-dire un vélo d'appartement, on le fixe notre vélo dessus et il retranscrit la montée du Poupée ou une montée X ou Y. Et là, on a aussi l'image. Si on peut mettre l'image devant nous, c'est-à-dire qu'on voit tout le paysage. Ouais, ça doit être moins monotone on arrive qu'à voir le mur en face. On arrive maintenant à faire des sacrées choses au niveau technologique qui nous servent après nous en tant que sportifs pour diversifier, on va dire, l'activité à l'intérieur, quoi.
Alors, indoor. Niveau matériel, ça se passe comment? Parce que je pense que à ce niveau-là, il y a besoin de matériel particulier. Ça coûte pas 500 balles de s'acheter un vélo pour courir. Comment tu fais? Le matériel nous est fourni. Etup nous fournit déjà du matériel quand j'étais avec Etup. Et après cette année, comme je serai un peu en quinconce entre Etup et Wanty, c'est Wanty qui va se charger de mon matériel. Donc c'est à eux de nous apporter c'est à eux. Ils nous apportent via leur sponsor un vélo. On aura un vélo de course qui reste avec eux, parce que quand on voyage, on n'a jamais notre vélo sur nous. C'est plus pour faciliter. On a une valise, voilà, et c'est tout. Donc nous à la maison, on a un vélo traditionnel, un vélo comme tout le monde connaît, quoi. Et après aussi, on a un vélo de contre-la-montre. Ça veut dire un vélo où on a des prolongateurs. Ça veut dire que voilà, on est plus allongé sur le vélo pour avoir une meilleure pénétration dans l'air, Donc c'est 2 vélos différents. Voilà, 2 vélos. Donc eux nous fournissent ça, tout ce qui est matériel sportswear, tout ce qui est sport, les vêtements de sport, de jogging, c'est sportswear. Ouais, voilà, c'est. D'accord. Donc, de civil, quoi. Ouais, donc finalement, il y a quand même un apport de matériel. Il y a une facilitation. Voilà. Les formations comme Etup servent entre guillemets à ça, à nous proposer un calendrier de course correct, même super, et derrière, ils nous proposent du matériel aussi de très haute qualité, quoi. Donc on peut que leur remercier, tous les bénévoles c'est des bénévoles, comme c'est une équipe amateur, c'est des bénévoles qui triment pour récolter de l'argent et derrière nous offrir les meilleures conditions pour pouvoir nous épanouir. Donc trouver des sponsors auprès des entreprises, auprès de l'écosystème qui peut avoir un intérêt à mettre un logo ou à mettre ou à communiquer conjointement avec le club. Et après derrière c'est des bénévoles qui font fonctionner tout ça. Ouais, voilà. On en a l'exemple ici au sein de l'entreprise Chauvin. C'est grâce à des entreprises comme ça que le sport régional et national arrive à persister, parce que c'est eux qui fournissent l'argent, tout simplement. C'est pas un tabou. C'est eux qui donnent des subventions pour faire fonctionner le sport, et derrière les bénévoles créent des manifestations pour récolter des fonds, et ça nous sert à nous loger quand on va en déplacement, à payer l'essence, à payer tout notre matériel au cours de l'année, quoi. Ouais, donc là, effectivement, on peut féliciter ces gens-là puis les remercier c'est sûr, du travail qu'ils font, parce que finalement, sans eux, c'est compliqué pour des gens comme toi d'arriver au plus haut niveau. Ouais. C'est sûr que le titre de champion de France fait partie, leur va aussi, c'est leur titre aussi, parce que c'est grâce à eux qu'on fait du vélo et qu'on arrive à avoir une équipe. Et au final, on les voit qu'une ou 2 fois par an, c'est pendant des assemblées, des rassemblements. Et c'est à nous de donner la meilleure image de nous pour qu'ils se disent, c'est des bons gars, et on va faire tout pour qu'ils puissent réussir, quoi. Comment c'est une question, alors peut-être qui paraît bête, mais comment tu règles ton vélo? Parce que je pense qu'il y a une vraie notion de confort sur le vélo. Comment tu fais tout ça? Tu peux nous expliquer? Ouais, bien sûr. En fait, on a souvent au début d'année, ou quand on commence l'année, on règle des détails, hein, parce qu'on a déjà une position qu'on garde au fil. On améliore, on va dire, notre position chaque année. Ouais. On cherche à avoir une position confort, mais une position aussi compétitive. C'est-à-dire avoir la meilleure pénétration dans l'air, avoir développé la meilleure puissance. Et ça se joue à quoi? Ça se joue à quelques centimètres, c'est des réglages pendant plusieurs heures, et c'est pas, on règle, on teste, on règle, on teste, on règle, on teste. C'est pas, on règle et pouf, tout va bien. Donc il y a une machine, on pose le vélo dessus, et puis tu roules, comment ça se passe? On a un vélo, hein, c'est un vélo, avec plein de réglages au millimètre, et nous on cherche le meilleur réglage au millimètre pour que, par exemple, comme tout le monde sait, on lève la selle ou on descend la selle pour savoir quelle hauteur de selle nous va le mieux. Donc nous on fait des tests de puissance avec on va dire une hauteur de selle déterminée, on regarde la puissance qu'on développe pendant 5 minutes, après on essaie de baisser on fait varier des paramètres sur notre vélo pour
pour allier confort et efficacité, quoi. Oui, parce qu'on peut être vachement confort et perdre en puissance. Perdre en puissance, ouais. D'accord. Donc là-dessus, c'est pas un travail qui se fait du jour au lendemain. C'est depuis, c'est bizarre à dire, mais depuis cadet, la position, j'essaie de la travailler et chaque année, on essaie de l'améliorer pour avoir la meilleure position et avoir le meilleur, voilà. Oui, donc finalement, après, c'est pas que du sport, hein. On rentre dans une technique qui est hyper fine. Ah oui, oui. Et ça développe quand même pas mal de. Faut savoir comment dire. Faut savoir régler son vélo à la perfection et pour faire corps avec sa machine, quoi. Est-ce que t'es curieux des innovations? Est-ce que tu testes des trucs, du nouveau matériel? Est-ce que ça, c'est des choses sur lesquelles tu as l'œil tout le temps? J'ai pas l'œil tout le temps, mais quand on a des sponsors, quand des sponsors sont avec nous, c'est pour développer leur matériel, donc ils font appel à nous pour avoir notre retour, quoi, pour avoir entre guillemets un retour client, même si on n'est pas le client, et pour qu'ensuite leur produit soit amélioré et soit optimal pour nous et pour les clients qui l'achèteront ensuite. Donc ouais, c'est intéressant de rencontrer ces gens, pour qui nous expliquent ce qu'ils font. Parce qu'on croit que c'est une entreprise, mais non, derrière c'est 2000 personnes, des ingénieurs, voilà, toute une équipe, et c'est assez intéressant de voir ça. Tu as déjà travaillé avec Jules Beau, qui font Je sais que c'est une entreprise qui est dans le Jura aussi, à Longchaumois, et qui travaille notamment sur la lunette franc-comtoise, jurassienne, et puis avec des sportifs tels que des skieurs, des freeriders. Ouais. Et des cyclistes aussi? Ouais. J'ai pas eu l'occasion encore de travailler avec eux, j'ai pas eu de contact, mais ouais, c'est sûr que si on peut représenter le Made in Jura, parce que c'est quelque chose quand même qu'on défend, et depuis tout petit on est habitué à entendre ce logo Made in Jura. Je sais que sur les maillots de mon premier club, il y avait le logo Made in Jura. On se déplace sur des manifestations comme la Percée, c'est Made in Jura. Voilà, c'est quelque chose qu'on porte dans notre cœur quand même. C'est important pour toi? Ouais. Parce que on représente la région, le département, à travers ce titre et ce maillot. C'est, je pense que ça éclaire quand même une partie du Jura. Ça, tous les sportifs qu'il y a dans le Jura, et Dieu sait qu'il y a beaucoup de sportifs entre les biathlètes, ça les commence fondeurs vraiment à et tout. émerger. Ouais, c'est quand même on va dire la densité de sportifs au sein du département et mise en lumière aussi par le département, ça aide aussi, mais ouais, c'est assez impressionnant. Donc ouais, moi c'est quand même un honneur, et je me dois de représenter le département à travers ma discipline, et c'est que du bonheur, quoi. Pour dire qu'on vient du Jura, c'est sûr qu'on est un peu chauvin quand on nous demande d'où on vient, quoi. Puis être chauvin ici, c'est quand même bien normal. C'est le comble, ouais. Est-ce que tu fais d'autres sports à part le vélo à côté? Ouais, en préparation hivernale, on fait tout ce qui est préparation physique, donc renforcement musculaire dans des salles de musculation. Aussi un peu de travail en piscine quand on en a le temps. Ça permet aussi de diversifier l'activité sportive, et on fait pas que du vélo. Course à pied aussi, après c'est un peu plus traumatisant, mais ouais, on diversifie les activités, oui. Est-ce que tu fais des activités bien-être style yoga, méditation? Moi j'en fais pas spécialement. Après c'est quelque chose qui arrive à percer le sport. Percer le sport, c'est une expression bizarre, mais ça entre dans les mœurs, en fait. En France, on a du mal à comprendre que le sport, faut du bien-être, faut le mental, faut prendre en compte tous ces paramètres-là pour gagner un maximum pour être performant au maximum, quoi. Et donc non, c'est quelque chose que j'aimerais, pourquoi pas développer, du bien-être, quoi. C'est intéressant. On entend notamment par exemple les coureurs automobiles ou les skieurs qui se font presque de l'auto-hypnose en repassant le parcours dans la tête avant d'y aller. Enfin, aujourd'hui, effectivement, il y a quelques preuves scientifiques qui montrent que ce sont des techniques qui peuvent fonctionner à partir du moment où elles sont bien pratiquées. Ouais, elles ont fait leurs preuves. Ouais. Donc ça, c'est des choses que tu commences à regarder, ou pour l'instant, tant que tu n'en as pas besoin, tu... Dans le vélo, on fait le plus simple, on va dire, c'est du travail mental sur des parcours de contre-la-montre, par exemple.
Je sais que j'ai travaillé ça avec mon entraîneur cette année sur le contre-la-montre du championnat de France élite, là, ce coup-ci, où j'avais pu visionner 3-4 fois le circuit, se le mettre en tête. Et comme t'as dit, c'est être comme un pilote de Formule 1, savoir quand ça tourne, avoir les yeux fermés. Et ça permet de... Je pense que c'est un gain dans la performance, pareil, qui est important. Et ça m'avait permis de décrocher une belle 7e place sur ce chrono. Donc ouais, je pense que c'est une piste encore à travailler. Et en France, c'est pas une critique, mais je pense qu'on est encore en retard par rapport à certaines nations dans le développement de ces techniques-là. Ouais. Ces nouvelles techniques un peu innovantes, enfin innovantes entre guillemets, elles existent depuis longtemps, mais elles sont utilisées de manière innovante dans les disciplines. Ouais, sportives, ouais. Pour être une meilleure version de soi-même, comme voilà, on dit. C'est ça. C'est exact, ouais. Est-ce que tu as peur de la blessure ? Est-ce que c'est un truc que tu as tout le temps en tête maintenant ? Est-ce que... La blessure en vélo, non, plus la chute, je dirais. Ouais, c'est ça. La chute, ouais. La chute, c'est sûr que on appréhende toujours parce que, on va dire, la chute typique du cycliste, c'est la cassure de la clavicule, quoi. On se casse la clavicule. Après, avoir peur, ça reste... moins on en a, moins on appréhende, quoi. C'est plus quand on tombe, après on a plus cette confiance, on perd cette confiance. Ouais. Et c'est là où c'est difficile d'acquérir une nouvelle confiance, d'acquérir la confiance une fois qu'on est tombé. Faut remettre en place tout un système. On a plus peur dans des pelotons, ou peut-être si on est tombé en descente. Voilà, c'est les virages, les conditions météo. Conditions météo, laborieuses quand il pleut et tout, mais la chute, tant qu'on se casse rien, voilà, c'est que du bobo, c'est que de la peau, mais voilà, pour l'instant. Que de la peau. Ouais, tant que ça reste pas une fracture qui nous immobilise pendant longtemps, ça va, ça reste raisonnable. Est-ce que tu sais ce que tu aimerais faire si ça s'arrêtait demain, le sport ? Est-ce que tu t'es déjà posé la question ? J'ai du mal à me poser la question parce que je me dis, en fait, le vélo, ça commence seulement, quoi. Demain, ça va pas s'arrêter parce que j'ai pas en fait encore goûté, on va dire, à ce monde professionnel en tant que tel, quoi. Je me dis, j'ai encore plein de choses à découvrir. Et après, ouais, si demain, faudra arrêter le vélo, pourquoi pas allier les deux, on va dire, les deux choses que je fais actuellement. Le sport, pourquoi pas travailler dans quelque chose dans le sport qui allie sport et science, ça peut être intéressant. Travailler sur le développement, comme tu viens de dire, des composants d'un vélo, voilà, de produits, de graisses qui favoriseraient certaines chaînes de vélo. Ouais, travailler sur le développement d'un vélo, ça peut être intéressant aussi. Hein. On peut parler d'Affuludine. Tu connais Tu connais Fabrice ? Ouais, bien sûr, Fabrice l'Allemand. Ouais. Alors pour les auditeurs, Affuludine est une société, une start-up, on peut appeler ça une start-up, qui a été créée il y a quelques années et qui développe un lubrifiant non huileux. Et notamment, dans le cyclisme, c'est utilisé pour éviter les frottements de la chaîne. Les frottements, et l'aspect non huileux fait que on va pas encombrer avec de la poussière qui va se coller à l'huile et qui va recréer de la friction. Ouais. Donc aujourd'hui, il y a beaucoup d'équipes cyclistes qui regardent ça avec attention, avec grande attention. Et pour la petite histoire, la seule fois où j'ai utilisé le produit de Fabrice, le produit Affuludine, c'était au championnat de France parce que j'avais pas lavé mon vélo et je me suis fait un peu tirer. Premier ? Je me suis fait tirer les oreilles, c'est ça. Où je me suis fait tirer un peu les oreilles et moi je voulais, sur un championnat de France, on veut que notre machine soit propre. Et on avait un représentant de l'entreprise Affuludine et il m'a dit ouais, pas de souci, utilise des produits sans problème. Et j'ai utilisé le dégraissant et la graisse là à base d'éthanol. Oui. Et j'ai pris une photo et tout, et le lendemain je gagne avec le vélo et ce produit. Donc c'est quand même un produit jurassien franc-comtois ah ouais c'est et avec un coureur mais du Jura là, c'est 100% Jura, quoi. Bon, ça, tu vois, tu viens de me l'apprendre et je trouve ça extraordinaire. Comment le vélo pour toi c'est une belle école de la vie, le sport ouais, le sport en général, on va qu'est-ce dire, que ça t'a appris à être? Ça permet de se forger un mental.
ça forme une personnalité. Je pense que ça nous forge un caractère. Je pense que ça apporte déjà du respect parce que je pense que le respect c'est important dans la vie. Faut être respectueux de toute personne. Et après, sur la personne en tant que telle, ça nous forge un caractère quand même, on va dire de fer. Ça nous apprend à appréhender le stress. Par exemple, sur des compétitions, on essaie de beaucoup travailler le stress. Avant, quand j'étais en compétition, je stressais plus. Alors, comment tu gères ça, le stress? Respiration. La respiration, c'est on aborde l'événement différemment. On a eu un travail il y a 1 an sur ça. On a des conférences des fois sur comment aborder le stress en compétition. Donc on approche la compétition d'une autre vision. On dit pas que c'est une compétition. On se dit que c'est quelque chose qui nous mange. D'être là, c'est toute l'approche de l'événement. C'est comment on approche l'événement pour éviter le stress, et après on peut le retranscrire dans nos études sur des examens par exemple. C'est assez intéressant. Donc ouais, je pense que le sport c'est l'école de la vie. L'école de la vie. Beaucoup de personnes pensent ça. Tous les sportifs diront que ça nous aide à nous épanouir de un, et derrière à nous forger un mental et une personnalité, quoi. À travailler nos points faibles et en les améliorant toujours, quoi. Dans toute ces activités entre le DUT, entre le vélo, les courses, t'as le temps de lire? Je suis pas un très grand lecteur. T'es pas un grand lecteur de magazines comme ça quand j'ai le temps, mais non, je suis pas quelqu'un qui lit beaucoup. Déjà, je lisais pas énormément quand j'étais petit. Alors j'étais enfant. Comment tu apprends? Comment tu développes tes connaissances? Tu regardes des tutos, tu t'écoutes des émissions, tu regardes des reportages, des documentaires? Je suis plus écouter de la radio, par exemple. Écouter quand on va faire du vélo. Des podcasts? Ouais, des podcasts. Bien sûr, le podcast sur des radios, des grandes radios, des grandes chaînes de radio. Ça m'arrive que quand je fais du vélo, j'écoute par exemple l'émission des grosses têtes. C'est intéressant. Je m'amuse comme ça au lieu d'écouter de la musique. Voilà, je me mets de l'information dans la tête. Et le livre se fait pas partie. Je lis pas beaucoup. Ouais, c'est plus radio, information via le net et tout. Donc. Alors, maintenant, il y a des livres audio, donc on peut pendant qu'on roule avoir quelqu'un qui nous lit le livre. Ouais, pourquoi pas alors. J'ai essayé. Je suis pas un grand amateur de ça, mais par contre les podcasts, effectivement. Ouais, c'est intéressant, j'aime bien. J'aime à te l'entendre dire. Je recommande. Bon, on arrive à la fin de l'interview. Je vais faire une première. On va tirer des cartes. Alors, je suis pas cartomancien, mais c'est des cartes avec des questions. Okay. Donc, le hasard va faire que tu vas répondre à une question. Quelle est-elle? Optimisme, utopie ou nécessité selon toi? Pourquoi? Oula, ça touche à la philosophie, ça. Quelque chose que j'affectionnais pas trop au lycée. En cours. Ouais. Est-ce qu'on l'a tous aimé, cette matière-là, au lycée? C'est qu'on est plus un peu plus scientifique, ou c'est compliqué. C'est utopie ou nécessité selon toi. Alors, pour toi, est-ce que l'optimisme est nécessaire pour arriver c'est sûr que quand on est optimiste, on a une vision des choses qui est différente. On va plus de l'avant et on regarde pas ce qui nous est arrivé. Je pense être une personne plutôt optimiste parce que je relativise toujours sur les faits positifs, et après tout ce qui reste un peu négatif, contraire à nous, faut en tirer les conséquences, mais sans le relater, faut pas y penser, faut l'écarter et aller de l'avant, quoi. Ouais. Toujours se dire que le meilleur est à venir. Voilà. Est-ce que tu as des manies ou des tics?
des manies ou des tics. T'as des petites routines Bon, avant une course, c'est comme tout cycliste, on aime bien être avoir des belles chaussettes ou des trucs comme ça. Zidane, il avait sorti un truc là-dessus sur les chaussettes. Ouais, non, mais on aime bien avoir des chaussettes propres, avoir un équipement un peu propre. Mais ouais, c'est vrai que des belles chaussettes, c'est un peu ce qu'on aime bien au début d'une course, quoi. Mais non, D'accord. pas spécialement Donc, une petite manie sur les chaussettes. Une petite manie, ouais. Donc Avoir des chaussettes, si on veut te faire plaisir, on t'offre de belles chaussettes de course. ouais, qui arrivent assez hautes sur le mollet, voilà, ça offre un style assez particulier, assez critiqué de certains, mais bon. Quelles sont tes principales forces? Si tu prends un peu de recul par rapport à toi-même, c'est quoi tes Mes principales forces, je dirais, j'ai toujours su, j'arrive à prendre les bonnes décisions, on va dire, sans être, pas être, comment dire, prendre la bonne décision sur quelque chose qui est important quand on est tiraillé par par différentes choses, savoir faire le trancher, quoi, ça être trancher la question, quoi, dire oui ou non, pas être pas laisser en suspens la chose. Voilà, prendre la décision et après s'y tenir. Voilà, c'est ça. Ok. Je pense que c'est important et après des fois on se trompe et tout, faut revenir des fois faut revenir sur ce qu'on a dit, mais essayer d'être assez droit dans ce qu'on fait, quoi. D'accord. Une autre force? Une autre force, je dirais pas une force, c'est plus comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est le respect. Et, quand on est respectueux des autres et quand on considère les autres comme ils sont, on arrivera toujours à... Eux nous respecteront et derrière on arrivera à tirer le meilleur de la personne et ainsi de suite. La personne sera en confiance avec nous et donc on arrivera à lier des liens entre nous et la personne. Donc je pense être respectueux de la personne, c'est important quand même. Ouais, c'est moins une force, c'est plus une valeur. Une valeur, ouais, voilà. Okay. Une valeur. Est-ce que tu as des besoins aujourd'hui par rapport à ton futur? Est-ce que tu recherches des sponsors? Est-ce que tu recherches des conseils? Alors tu dis que tu es entouré d'un agent, que aujourd'hui tu es encore au club d'Étup, demain chez Wanty Gomer. Ouais. Mais aujourd'hui, c'est quoi tes besoins? Après, c'est quoi les prochaines étapes? C'est quoi? Je pense que quand on dit qu'on est professionnel, certes, on est payé, mais derrière, faut se forger comme j'ai dit tout à l'heure, un environnement, donc ce qui correspond aux médecins, avoir un suivi médical assez important pour pas tomber en carence, par exemple, avoir une hygiène. Être bien suivi par un cadre médical, quoi, pour pouvoir. Aujourd'hui, c'est staffé tout ça, ça a du mal à être mis en place dans des équipes. Après, des fois, ça demande un investissement de personnel et on pense que aussi quand on est dans une équipe, tout nous est donné, mais des fois, on achète du matériel par nos propres financements, des capteurs de puissance pour à la maison. Des fois, on n'a pas tout. L'équipe n'a pas les moyens de nous payer un capteur de puissance pour mettre sur notre vélo de chrono. Toi, aujourd'hui, tes besoins, c'est quoi? On recherche, pour l'instant, quand on est amateur, c'est sûr que des fois, on est toujours à la recherche on va dire c'est toujours l'argent, le nerf de la guerre, on va dire, hein, c'est ça, mais comme j'ai pas encore côtoyé le monde professionnel, j'ai déjà discuté avec des personnes de ce monde-là. Ils me disent que ouais, des fois on pense que tout nous est dû dans le monde professionnel et non, des fois on doit aller chercher par soi-même. On doit aller chercher par soi-même des personnes et d'un soutien extérieur, quoi. Donc là, une entreprise qui voudrait être sponsor de Théo Delacroix, elle peut te contacter? Ouais, bien sûr. Après, moi, c'est ce que j'ai envie, c'est que ça soit pas que dans un sens, que derrière, je leur redonne aussi, que je les invite sur certains événements, à participer, à partager des choses avec moi. Ça peut être une sortie ou un stage ou une soirée de gala, mais une soirée créée par le club. Voilà, ça peut être intéressant. Faut pas que ça soit, je pense, que
que dans un sens. Que dans un sens. Faut que ça soit un dialogue entre deux corps, quoi. Généralement, les meilleurs sponsors, c'est comme ça que ça, bien sûr, ça marche. C'est t'as un besoin, j'ai un besoin, on se rencontre c'est ça. puis et nouer une relation, pas que ça soit une relation professionnelle, plus une relation amicale et partenariale, de loisir, quoi. Voilà, c'est ça. Okay. On te retrouve sur les réseaux sociaux. Ouais, vous pouvez retrouver LinkedIn, ouais. Facebook et Snap. Instagram. Insta. Ouais, on peut retrouver sous le nom de Théo Delacroix. On retrouve ça assez facilement. Ouais, ok. En tout cas, Théo, merci beaucoup pour cette interview. C'était très enrichissant. Je te remercie de ta franchise et de ton ouverture. T'as accepté très volontiers de venir faire cette interview et je te remercie. Merci à vous. C'était une grande première de faire de la radio. Là, j'ai toujours un peu rêvé de faire ça, c'est vachement sympa. Et ouais, c'était un plaisir de venir ici et de partager une petite heure de dialogue ensemble. Merci, presque 2 heures. Ça passe vite, hein. Ça passe super vite. On était dans un très beau cadre avec Théo. Donc je te souhaite tout le meilleur, tu le mérites. Les jambes sont bien faites, mais la tête aussi, semble-t-il. Donc je te souhaite tout le meilleur. Pour toi, pour le Jura, pour ton équipe. Donc, à très bientôt. Merci à vous. Bonne fin de soirée à vous. Au revoir. Salut Théo. Je vous remercie d'avoir écouté cet épisode d'Esprit Startup jusqu'au bout. J'espère qu'il vous a plu. Si vous aimez ce podcast, merci de le partager autour de vous, d'en parler à vos amis, votre famille et vos collègues, et de le noter 5 étoiles sur iTunes, Apple Podcast ou Google Podcast. Rendez-vous sur le site espritsstartup.io pour vous inscrire à la newsletter et être au courant des nouveaux épisodes. C'était Olivier Morin, merci encore de votre écoute et à très bientôt.